l'image, rendons compte. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonjour à tous. Un travailleur humanitaire collaborant avec les Nations Unies a été tué à Batibo le 7 août 2020. Batibo, c'est dans la région du Nord-Ouest, selon la coordonnatrice onusienne par intérim des affaires humanitaires au Cameroun. Il a été kidnappé à son domicile et assassiné. Dame Batoul Hussein affirme que les auteurs sont des individus armés non identifiés. Les Nations Unies condamnent ce meurtre et déplorent ce regain de violence contre les travailleurs humanitaires. Alors que l'appel à un cessez-le-feu humanitaire peine à être entendu, un détenu de la crise anglophone est mort, enchaîné sur un lit d'hôpital à Yaoundé, sans avoir été jugé ni condamné. Il a passé plusieurs années en prison au grand désarroi de son conseil et sa famille. Ces deux clichés illustrent l'enlisement inquiétant d'une crise anglophone et un conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quel est l'impact de ces assassinats de travailleurs humanitaires et le décès en détention d'une personne interpellée dans le cadre de la crise anglophone? Que sont devenus les contacts préliminaires entre leaders de mouvements séparatistes anglophones et les services secrets camerounais? Y a-t-il des blocages dans le processus de négociation visant à aboutir à un accord de cessez-le-feu? Dans le règlement de la crise anglophone, la justice est appelée à jouer un grand rôle, mais certains acteurs politiques, acteurs de la société civile et acteurs judiciaires doutent de ses capacités à exercer son pouvoir en rendant justice au nom du peuple camerounais. À la veille du Conseil supérieur de la magistrature, une autopsie du système judiciaire se pose avec acuité entre le difficile accès à la justice, les lenteurs judiciaires et la recherche de l'indépendance de la justice. Quelles sont les réformes prioritaires à mener pour une justice équitable au Cameroun? Si la justice est un féodé et assujetti au pouvoir exécutif, certains chefs traditionnels protestent contre l'abus d'autorité et le trafic d'influence de la part des autorités administratives. Sa Majesté Sokodju Jean Rameau, roi des Bamendiou, a exigé le retrait administratif de la mise en garde du préfet des Hauts-Plateaux, dénonçant à travers ses avocats des vices d'incompétence, l'illégalité de la mise en garde et le détournement du pouvoir de l'administration préfectorale. Face à cette vive contestation de l'acte administratif du préfet des Hauts-Plateaux et la vive tension entre le roi des Bamendiou et le préfet des Hauts-Plateaux, Cameroun Tribune affirme qu'une concertation a réuni à Baham d'autres chefs traditionnels, des élites des Hauts-Plateaux et des maires. Le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Crété, et le professeur Luc Signoun, conseiller spécial à la présidence de la République, ont pris part à cette rencontre. Pour les participants, la place des chefferies traditionnelles est dans le soutien constant au président de la République en ce qu'il est le garant de l'ordre, de la démocratie et de l'État. À la lumière de ces concertations qui se sont faites en présence des barons politiques du RDPC, les chefferies traditionnelles sont-elles des valets du pouvoir exécutif ou des relais d'influence politique? La question des investissements dans le secteur agroalimentaire a également suscité un vif débat au Cameroun, notamment sur les concessions des terres arables qui sont octroyées aux acteurs économiques nationaux engagés dans la transformation industrielle. Ces concessions, pourquoi posent-elles problème, notamment des concessions effectuées sur décision gouvernementale qui suscitent la controverse dans une région du Sud, une région où des multinationales ont acquis des parcelles de terrain sans véritable remous sociaux. Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière d'analyse effectuée par des invités de haut vol, des hommes politiques de premier plan et des experts de haut niveau. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Désiré Sikati. Bonjour.
Bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent, bonjour également à tous ceux qui sont sur le plateau avec moi. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, vous représentez le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés sur le plateau droit de réponse. Juste en face de vous, c'est Marcel Simon qui nous a rejoint. Bonjour Marcel. Bonjour Cédric, bonjour aux copanélistes, bonjour aux téléspectateurs. Je précise que vous représentez le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Sur le plateau droit de réponse, c'est un analyste politique, Aristide Mono, qui a fait le déplacement de Yaoundé pour nous joindre ici à Douala. Aristide Mono, bonjour. Bonjour Monsieur Noufele, bonjour à tous les co-discutants du jour ainsi qu'aux millions de téléspectateurs de votre programme. C'est toujours avec un réel plaisir que je suis là pour venir m'acquitter comme ça à Douala, siège d'Equinox, de ma taxe républicaine, citoyenne et patriotique, parce que au-delà du travail que vous menez au quotidien pour socialiser les masses, nous avons également le nôtre en tant que troisième voie, celle des intellectuels, et je pense que c'est une autre responsabilité parce que il serait incongru de me présenter comme analyste politique et après je vire dans les soutiens ou la défense des chapelles politiques. Pour cet honneur. Un autre intellectuel sur ce plateau, il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant ce droit de réponse, Edmond Kamgia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufele, je salue les copanélistes. Je renouvelle mes amitiés et mon affection sincère aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission à travers le monde. Messieurs, nous sommes à la veille du Conseil supérieur de la magistrature, avec vous, Maître Désiré Sikati. Un conseil qui a été reporté à une nouvelle date, prévue initialement le 6 août 2020. Il doit se tenir le lundi 10 août au Palais de l'Unité à Yaoundé. Conseil supérieur de la magistrature qui intervient dans un contexte où le système judiciaire est sur le devant de la scène, critiqué à la fois par les acteurs judiciaires, mais également vanté par les acteurs du pouvoir en place. Quel est votre regard sur ce système judiciaire aujourd'hui à la veille de ce Conseil supérieur de la magistrature? Bon, peut-être que vous voulez que je vous donne mon opinion sur le Conseil supérieur de la magistrature au Cameroun, parce qu'en ce qui concerne le regard sur le système judiciaire, il me semble qu'il est de notoriété publique que le système judiciaire du Cameroun ne marche pas bien, parce que malheureusement les magistrats, et notamment les magistrats du siège, ne bénéficient pas de l'indépendance qu'ils devraient avoir afin de mener une bonne justice. En ce qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature, je pense qu'on ne peut pas en parler sans se poser des questions sur la raison d'être du Conseil supérieur de la magistrature. Parce qu'il faut se rappeler que le Cameroun n'a fait qu'épouser le système judiciaire français. Et le Conseil supérieur de la magistrature dans le système judiciaire français ainsi que dans les systèmes juridiques de tradition commune comme le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, est un organe qui garantit l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice, notamment les magistrats du siège, en ce sens que, au regard du principe de la séparation du pouvoir, on s'est rendu compte que si il fallait laisser la coordination de la profession de magistrat entre les mains du pouvoir exécutif, on remettait en même temps en cause le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans des pays comme la France, le président du Conseil supérieur de la magistrature est le président de la Cour de cassation. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature font l'objet d'une élection interne par les membres du corps, c'est-à-dire les magistrats. Malheureusement, au Cameroun, on a quand même le sentiment que le pouvoir exécutif a voulu et continue d'inféoder, de soumettre les magistrats et même le pouvoir judiciaire à travers un Conseil supérieur de la magistrature qui est chapeauté par le président de la République. À côté du président de la République qui est membre de l'exécutif, on a également le vice-président qui est le ministre de la Justice. Lorsque vous regardez même les règles de nomination des autres membres du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le président de la République qui les nomme par décret. D'ailleurs, vous avez souvenance qu'il y a de cela quelque temps, le président de la République a nommé un certain nombre de membres du Conseil supérieur de la magistrature
Et même les membres qui sont nommés, qui viennent de l'Assemblée nationale, parce qu'au sein du Conseil supérieur de la magistrature, on a également des membres qui viennent, qui représentent l'Assemblée nationale. La loi prévoit que ces membres-là doivent faire l'objet d'une élection interne. Ça veut dire que les députés doivent les élire au terme d'un scrutin secret. Bon, mais ce qui se passe, c'est que les membres qui représentent l'Assemblée nationale sont nommés. On a d'ailleurs vu dernièrement que le président de l'Assemblée nationale avait nommé 2 personnes pour représenter l'Assemblée nationale. À côté de ça, vous avez également 2 représentants de la Cour suprême qui sont désignés selon des modalités propres à la Cour suprême, mais il n'en demeure pas moins que le président de la Cour suprême étant lui-même nommé par décret présidentiel, à la fin on a le sentiment que le Conseil supérieur de la magistrature est totalement dominé par le pouvoir exécutif. Donc dans ce contexte-là, je pense qu'on ne peut pas parler d'indépendance de la justice. Et forcément, notre justice est rentrée dans une ère de politisation. On a vu des cas d'espèce à travers la crise socio-politique qui est née après l'élection présidentielle d'octobre 2018, où moi, je peux vous le dire avec une certaine certitude, parce que je suis intervenu comme avocat pour le compte d'un certain nombre de mes camarades qui étaient embastillés injustement. Je peux vous dire avec certitude que les magistrats qui ont eu la charge de ces dossiers de détenus politiques n'ont pas bénéficié de l'indépendance qu'ils devraient avoir pour juger ce genre d'affaires. Donc, Quels sont les éléments qui vous permettent d'étayer un tel argumentaire sur le manque d'indépendance des magistrats concernant l'arrestation de certains militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Déjà, quand vous voyez que le rythme de la justice pour le jugement de ces affaires-là est différent du rythme habituel. Ça veut dire que vous avez des affaires qui traînent en longueur parce qu'elles sont renvoyées régulièrement. Et en général, le magistrat qui renvoie l'affaire, il y a des choses que je ne peux pas dire ici parce que je ne veux pas donner l'impression de dénoncer des gens. Mais ce qui est certain, c'est que quand on est avocat pratiquant, comme je le suis, et comme beaucoup de mes confrères le sont aussi, je pense qu'on est en mesure de savoir quand est-ce que le juge est embrigadé par le système politique. On est en mesure de le savoir. Par exemple, vous pouvez arriver à l'audience et vous vous rendez compte que le magistrat, chaque fois qu'il y a des questions fondamentales de procédure qui sont présentées dans l'intérêt des partis qui sont poursuivis, je vais parler de ces détenus politiques-là, vous avez des magistrats qui sont capables de suspendre l'audience 2, 3, 4, 5 fois. Ça, je l'ai vécu, je ne raconte pas des histoires, tout simplement parce qu'il faut aller demander la conduite à tenir. Donc, je pense qu'on est là dans un cas de figure. Et puis même, on a un cas où un magistrat a rendu une décision condamnant certains de mes camarades politiques à une peine qui est au-dessus du minimum prévu par la loi. Donc je pense qu'un magistrat les magistrats qui bénéficient d'une formation idoine ne peuvent pas se tromper sur le quantum de la peine à appliquer lorsqu'elle est prévue par une loi dont il détient un exemplaire. Voilà, donc il y a plusieurs cas comme ça. Si vous vous rapprochez, vous faites une enquête du système judiciaire camerounais, vous verrez très bien que les détenus politiques de l'opposition font l'objet d'un traitement inéquitable dans le processus de jugement de leurs affaires. Donc, pour revenir au Conseil supérieur de la magistrature, je dirais qu'en fait, il ne faudrait pas qu'on se comporte comme si c'était le premier cas d'espèce. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est déjà réuni plus d'une fois au Cameroun, mais je n'ai pas le sentiment que l'environnement de la justice camerounaise s'est amélioré en ce qui concerne, par exemple, la qualité de la justice qui est rendue, l'indépendance de la magistrature. On en parlera justement quand il y a ce système judiciaire au Cameroun, à la veille du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a des cas illustratifs de nombreux dysfonctionnements qui remettent en question même le fonctionnement de la justice au Cameroun. Quels sont ces différents cas et quelle est votre analyse à ce propos? D'abord, je voudrais introduire mon propos par un excellent ouvrage du bâtonnier Charles Tchungan, intitulé « De l'impossible justice au Cameroun », où il fait pratiquement le bilan et questionne la façon dont la justice est administrée au Cameroun, fait des dénonciations, mais aussi fait des propositions pour l'amélioration de la justice au Cameroun. Je parle de l'ancien bâtonnier Charles Tchungan, qui est avocat, qui a une belle expérience dans l'avocature et dont l'ouvrage, je le conseille vivement, pas seulement aux avocats, mais également à toute personne, à tout justiciable, pour mieux comprendre le fonctionnement de la justice au Cameroun. Et quand je l'ai dit, revenons sur quelques cas qui montrent que la situation n'est pas du tout bonne
dans l'administration de la justice au Cameroun. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de cas, mais on ne va pas revenir sur tous ces cas-là. Je commencerai par des cas où il y a un problème d'appropriation de la loi, notamment de la domestication du code de procédure pénale par les officiers de police judiciaire. Vous savez, la plupart de nos unités de police et gendarmerie ont ce défaut au niveau de certains responsables de ne pas vivre ce qu'on appelle la réalité du code de procédure pénale. Elle n'est pas du tout appliquée aujourd'hui encore, malgré toutes ces années où il y a eu des campagnes de sensibilisation. Et les avocats, notamment les auxiliaires de la justice en général, et les avocats en particulier, en pâtissent. C'est-à-dire, beaucoup d'avocats sont constamment violentés par des responsables dans les unités de police et de gendarmerie, en violation du code pénal. Ils ne peuvent pas rencontrer leurs clients quand ils le désirent. Et si les avocats subissent autant de violence, en violation du code de procédure pénale, non seulement les avocats, mais également leurs clients, parce qu'il est prévu qu'on ne peut pas entendre un justiciable en l'absence de son avocat. En l'absence, lorsqu'il est déjà dans les locaux de la police et de la gendarmerie, il a la possibilité de faire appel non seulement à son avocat, mais également à un membre de sa famille. Il y a dans beaucoup d'unités de police et de gendarmerie des responsables qui estiment qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas obligés d'appliquer la loi. Ça, c'est quelques failles. D'abord au niveau de l'application de la loi. Maintenant, lorsque les personnes sont interpellées et se retrouvent écrouées en prison, ils sont en détention provisoire. Nous avons des cas où la détention provisoire s'étend d'année en année, 5 ans, 10 ans. La personne n'est jamais appelée au tribunal, n'a jamais été jugée. Et lorsqu'elle commence à être jugée, c'est pour des cas dont le quantum de la peine est au-delà du temps que la personne a passé en détention provisoire. Je prendrai un cas comme celui de notre confrère lanceur d'alerte, Paul Touta. Il est dans une affaire de diffamation où le quantum de la peine est de 6 mois. Mais l'intéressé a fait déjà près d'1 an. Écroué, il est en détention. Il n'a pas encore été condamné. Il y a des cas, mais alors ils sont trop nombreux. Et je laisserai le soin à M. Sikati de les énumérer parce qu'il y a la situation du premier vice-président du MRC, Mamadou Mota. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait encore en prison. Parce que ce qui est curieux, c'est que lorsqu'il y a eu des mouvements à la prison centrale de Kondengui, la majorité des personnes interpellées a entendu ce procès verbal. Et la majorité était les personnes détenues dans le cadre de la crise anglophone. Ils disent tous que Mamadou Mota était là pour les calmer, pour faire la paix, pour concilier toutes les parties. Qu'à aucun moment, il n'a pris la parole pour porter un acte allant dans le sens de la rébellion ou de l'agitation. Les faits sont connus et enregistrés et sur procès verbal. On ne comprend pas qu'il soit retenu après ce mouvement, qu'il soit encore gardé après ce mouvement qui a eu la mutinerie qu'on a connue à la prison centrale de Kondengui, mais qu'il soit retenu dans le cadre d'une nouvelle affaire qui prolonge indéfiniment sa peine. Et on voit dans le cadre des audiences comment l'affaire est constamment reportée ad aeternam. On se demande si véritablement il y a un souci de mettre fin aux lenteurs judiciaires. Ça, c'est un autre questionnement. Les lenteurs judiciaires qui sont un problème criard dans notre justice. Et l'on souhaitait, à travers les rencontres que nous avons connues entre le barreau du Cameroun et le ministère de la Justice, à travers notamment le ministre délégué, Maître Momo Jean de Dieu, qui était à la tête d'une commission avec une équipe composée du barreau et de plusieurs responsables des officiers de police judiciaire, pour les sensibiliser sur la nécessité de régler les problèmes de la justice au Cameroun, et notamment la question des violences contre les avocats et contre les justiciables. On ne sait pas où est-ce qu'on en est avec cette commission. Il y a beaucoup d'autres problèmes et beaucoup d'autres cas qu'on pourrait citer pour montrer qu'au Cameroun, la justice n'est pas administrée convenablement. Après vous, Edmond Kamgia, Aristide Mono, sur cette justice camerounaise qui peine à susciter la confiance et l'adhésion du peuple camerounais au regard de ces dysfonctionnements qui viennent d'être décriés, pour vous, d'où vient le problème concrètement? Alors qu'il y a un pouvoir judiciaire qui, selon la Constitution, doit pouvoir s'exercer au nom du peuple camerounais et non au nom du pouvoir exécutif. Mais quelle est la réalité que vous observez sur le terrain? Je pense que tout se joue au niveau du respect des théories des checks and balances, c'est-à-dire du pouvoir qui doit arrêter le pouvoir.
Et on sait qu'en démocratie et dans un état de droit, nous avons principalement trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et ces trois pouvoirs doivent pouvoir se neutraliser, donc se neutraliser de manière réciproque, quitte à ce qu'il n'y ait pas un certain déséquilibre dans la gestion de l'État. Mais du moment où, à un moment donné, on constate qu'il y a une ascendance d'un pouvoir sur les autres, immédiatement, on est dans une société ou dans un état totalement déséquilibré. On a parlé tout à l'heure du Conseil supérieur de la magistrature. Lorsque vous revisitez la loi du 26 novembre 1982 qui fixe l'organisation et le fonctionnement de cette institution, vous allez voir que le dysfonctionnement de cette institution impacte naturellement et de manière globale le pouvoir judiciaire au Cameroun. Parce que des missions principales qui reviennent à cette institution conditionnent les mutations des magistrats du siège, conditionnent leur nomination, conditionnent les avancements en grade, conditionnent également la discipline dans le corps. Mais du moment où on se retrouve avec une certaine indisponibilité permanente des sessions de cette institution, parce que la dernière en date remonte au 7 juin 2017, vous voyez donc que pendant pratiquement 3 ans, on est plutôt dans l'impasse parce que les décisions ne peuvent pas être prises de manière souveraine par le président de ce conseil qui est le président de la République, parce que l'article 10 de la Constitution nous fait savoir que les décisions doivent être prises après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il en est de même de l'article 10 de la loi du 26 novembre 1982. Alors du moment où on passe pratiquement 3 ans sans toutefois tenir un Conseil supérieur de la magistrature, immédiatement il y aura une incidence dans la mobilité, en tout cas dans tout ce que j'ai cité ici comme mission et fonction de cet organe. Et on sait également, comme le rappelait Maître Sikati tout à l'heure, en ce qui concerne l'indépendance de cette institution, il a pris le cas de la France, où l'institution est gérée et présidée par le président de la Cour de cassation, qui devrait normalement être en principe, dans le cas camerounais, la Cour suprême. À ce moment, on sait que tous les magistrats sont suspendus au décret du président de la République. Il faut donc voir comment le casting s'opère dans le choix des magistrats, dans les nominations, dans les mutations, dans les mobilités, de façon un peu générale. Donc, ces mutations, nominations et bien sûr promotions impactent sur la décision de justice les décisions de justice qui doivent être rendues par ces magistrats? Je vous ai dit l'indépendance. Lorsque vous êtes nommé par le président de la République, vous attendez en fait la promotion du président de la République et que plus tard cela arrive, immédiatement vous êtes tenu par une certaine redevance morale. C'est-à-dire à un moment donné, vous n'êtes pas obligé, en tout cas vous vous sentez obligé de pouvoir jouer en suivant les intérêts de celui qui vous a nommé. Il y a également le fait de l'immobilisme. Lorsque par exemple un magistrat se retrouve dans une cour, il finit par s'installer comme un potentat. Il y a des réseaux de corruption qui se créent immédiatement parce qu'il peut suivre un dossier jusqu'au bout et avoir la certitude que, ayant déjà pris quelques pots de vin, il va arriver jusqu'au bout en fait de sa manœuvre. Et il y a également le fait que les partis, donc c'est-à-dire ceux qui font partie du corps du pouvoir judiciaire, n'arrivent pas à avoir effectivement une certaine mainmise sur le pouvoir judiciaire qui est plutôt encapsulé et qui est tenu en fait par l'exécutif. Et cela peut donc avoir des répercussions au niveau des décisions. Mais tout ce que je viens d'énoncer n'est pas exclusif parce qu'il y a un cadre
éléments et facteurs qui peuvent expliquer le fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec une justice qui semble ne pas marcher normalement. Mais le véritable souci, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau de la dépendance. Du moment où vous n'êtes pas indépendant, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, vous soyez pris par des redevances morales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a de fortes chances que des logiques de corruption s'installent dans le corps. Maintenant, de manière générale, lorsque vous regardez le fonctionnement de ce conseil, vous regardez également le fonctionnement d'autres institutions, vous allez rendre compte que nous sommes pratiquement dans un présidentialisme monarchique. C'est-à-dire quoi? Parler d'hyper-présidentialisme, c'est comparer peut-être le système camerounais au système français de l'époque de Sarkozy. Et quelle est la spécificité justement le présidentialisme monarchique, donc ça veut dire au-delà de l'hyper-présidentialisme, il y a le fait que la marche du pays tient à l'individu. Imaginez, depuis pratiquement 3 ans, nous sommes à la recherche, à la quête de la disponibilité du président de la République pour pouvoir tenir les assises. Et vous avez vu récemment, on a différé le rendez-vous de quelques jours, tout simplement parce qu'on surfe sur la disponibilité. Or, si on était peut-être dans le cas de la France, où l'affaire est gérée par le président de la Cour de cassation, on ne serait pas permanemment à la quête de la disponibilité du président de la République. Donc, tout dépend du président de la République, de son agenda à lui. Et ça paralyse naturellement le fonctionnement des institutions. Vous avez, en ce qui concerne toujours ce présidentialisme monarchique, vous avez le cas du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous vous souvenez de la modification de 2008 qui retire l'indépendance à cette institution, du fait qu'à un moment donné, on a pensé que les 9 ans de l'article, je pense 51 de la Constitution, qui était donné à chaque mandat de 9 ans, oui. Et ce mandat n'était pas renouvelable. Donc ça faisait en sorte que, en amont, on limitait toute posture à plat banquiste ou alors toute posture clientéliste, c'est-à-dire des gens ne pouvaient pas facilement se mettre dans une position de cooptation éternelle. Or, avec la modification, on a réduit le mandat et on a mis la possibilité du renouvellement donc, de ce mandat. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, chacun va se battre pour contenter celui qui renouvelle. Donc je pense qu'il y a assez de choses à dire au sujet de la dépendance de la justice, en tout cas de toutes les institutions, au président de la République. Je ne parle pas de la présidence, parce que là, on pourra peut-être être dans l'hyper-présidentialisme. On est plutôt dans le présidentialisme monarchique. Après vous, Aristide Monod, Marcel Simon, ce présidentialisme monarchique qui paralyse la justice camerounaise, selon l'analyse qui vient d'être faite, pourquoi un tel fonctionnement alors que de nombreux Camerounais croupissent dans les prisons sans avoir été jugés, sans avoir été condamnés depuis de nombreuses années? Cédric, désolé, permettez-moi, c'est son thème, parce que je ne suis déjà pas d'accord dans cette posture. Parce qu'à l'entendre parler, j'ai l'impression qu'il remet en cause ou alors renie naturellement la division des pouvoirs, selon la Constitution, l'exécutif qu'il a très bien suscité tout à l'heure, l'exécutif, le judiciaire et les différents pouvoirs que nous avons au Cameroun qui sont extrêmement séparés, totalement séparés. Quels sont les éléments pour vous qui permettent de justifier la séparation des pouvoirs au Cameroun? Des cas qui pourraient être opposés à ceux qui viennent d'être donnés. Avant d'aller dans des cas, je voudrais quand même qu'ils reconnaissent ces 3 éléments, cette séparation selon les textes de la Constitution, et qu'à un moment qu'on admette quand même la capacité du chef de l'État qui possède le pouvoir exécutif de pouvoir être comme le régulateur de la dernière minute des différentes situations possibles. Lorsqu'on revient au Conseil supérieur de la magistrature, on ne peut pas se mettre à discuter, à échanger, sans toutefois signaler les innovations qui ont été apportées dans les récentes nominations. Par exemple, on a des députés de partis d'opposition qui ont rejoint l'organe. On a du sang neuf, pratiquement neuf,
ministres qui ont rejoint des députés pratiquement renouvelés, qui se sont ajoutés à la partie pour pouvoir assurer cette fonction-là. Moi, j'aurais encore aimé, j'aurais souhaité qu'on insiste, par exemple, comme l'a dit Edmond, sur la lenteur administrative au Cameroun. D'accord, là, on va comprendre. Judiciaire, merci. On va comprendre à ce niveau-là. Et ce qui nous amène parfois à nous rendre compte qu'on trouve des présumés coupables qui se retrouvent dans des geôles des prisons pendant des mois et des mois et des mois, tout simplement parce que les choses n'accélèrent pas aussi rapidement. Mais les acteurs ici présents posent le problème de la politisation de la justice au service du pouvoir exécutif, au service du RDPC. Non, je ne suis pas d'avis avec cette théorie parce que développer cette théorie va traduire simplement de la mauvaise foi. Moi, j'ai entendu avec beaucoup d'attention le maître lorsqu'il parlait de ses clients, c'est comme ça qu'on les appelle, de ses clients qui sentent les membres de son parti par rapport à une affaire judiciaire et tout de suite, vous allez voir que ça remet en cause la position de juge et parti en même temps. Parce que lorsqu'on vous donne lorsqu'on est en justice, et qu'on voudrait, n'est-ce pas, discuter sur une situation précise, on ne peut pas commencer à remettre en cause l'affaire a été renvoyée et se dire non, c'est parce qu'on le fait délibérément, c'est parce qu'on le fait pour punir davantage l'individu qui est accusé. Non, ça peut être simplement une situation de calendrier, ça peut être une situation d'agenda qui n'a pas pu être régularisée. Ancien directeur général de la CRTV qui a déjà passé 4 ans sans avoir été jugé ni condamné. Reporters sans frontières l'a relevé il y a quelques semaines. Il y a d'autres Camerounais moins connus qui ont passé de nombreuses années dans les geôles de nos prisons au Cameroun. Et le problème de la lenteur judiciaire, selon Aristide Monod, est lié au fait que le Conseil supérieur de la magistrature ne se tient pas régulièrement comme il se faut, parce qu'il faut attendre que le chef de l'État puisse avoir un agenda libre pour tenir ses réunions. Voilà, vous revenez donc à ce que je suis en train de dire. Quand on parle plutôt de lenteur judiciaire ou administrative, ça vous arrange, que de parler de la du mauvais fonctionnement total du corps de la magistrature suprême ou alors de la justice au Cameroun. Parce que dans toutes les justices, j'en suis convaincue, dans tous les corps, dans tous les organes, j'en suis convaincue, on va toujours rencontrer des brebis galeuses, je vais les appeler comme ça. On va toujours rencontrer des personnes douées de mauvaise foi qui vont parfois adopter des comportements immoraux, des comportements malsains. Et puis, du coup, il ne faudrait pas qu'on généralise la situation et qu'on l'assimile à la mauvaise pratique de la justice au Cameroun, mais qu'on insiste beaucoup plus sur la lenteur et qu'on développe des stratégies pour que cette lenteur puisse réduire ou alors devenir presque inexistante afin que la justice puisse suivre son cours. Donc pour vous, le pouvoir exécutif n'instrumentalise pas le pouvoir judiciaire. Je ne pense pas. Pour régler des comptes à certains opposants au Cameroun, sinon, ou alors régler des affaires à d'autres camarades de votre parti qui avaient des ambitions présidentielles. Permettez, Cédric, si le pouvoir exécutif ou alors la magistrature travaille au rythme de l'exécutif, je crois que tous les procès du RDPC seront toujours les bienvenus, alors auront des fins intéressantes. Mais vous conviendrez avec moi où il y a des situations où le RDPC a été frappé, il y a des situations où la justice camerounaise a agi en défaveur du RDPC. Donc automatiquement, on ne va pas mettre en avant la position de l'exécutif pour justifier les comportements des uns et des autres. Après vous, Marcel Simon, Maître Sikati Désiré, vous suivez le RDPC qui estime que la justice camerounaise, malgré l'existence des brebis galeuses, est une justice qui est rendue non pas en faveur du parti au pouvoir ou du pouvoir exécutif, mais également et parfois en faveur des populations ou des justiciables. Que répondez-vous? Je dirais qu'une seule hirondelle ne fait pas le plein temps. Ce n'est pas parce que le RDPC a perdu un dossier isolé sur peut-être 300 dossiers dont il a gagné 299 qu'on va dire que le système judiciaire marche bien. Je pense qu'à un certain moment, il faut être capable de remettre l'église au centre du village. Ça veut dire de revenir dans le débat fondamental qui est celui de savoir est-ce que nous avons au Cameroun un système judiciaire indépendant. Il faut déjà rappeler que lorsqu'on parle des 3 pouvoirs qui dirigent un État, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, il
il faut comprendre qu'il ne doit pas avoir une adversité entre les pouvoirs, c'est une complémentarité. Parce que vous avez le pouvoir législatif qui vote les lois, le pouvoir exécutif qui exécute les lois, qui exécute les lois, et vous avez le pouvoir judiciaire qui sanctionne ceux qui violent les lois. Mais dans le cas d'espèce, vous allez voir, parce que je pense que le docteur Aristide Monod, il est même gentil, quand il parle de paralysie de la justice, moi je dirais plutôt qu'il y a une sorte de phagocytose du pouvoir judiciaire par le pouvoir exécutif. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Je vais prendre un exemple simple. Si on a au Cameroun un pouvoir judiciaire qui est totalement indépendant, parce qu'il faut déjà comprendre que la carrière des magistrats est gérée par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, dans des pays comme la France, lorsque vous avez un Conseil supérieur de la magistrature qui est totalement dirigé par des magistrats, ça veut dire que le critère pour l'avancement, pour la promotion au sein de la magistrature, c'est la qualité du service judiciaire rendu. Donc vous allez voir qu'en général, les magistrats dont les décisions sont le moins infirmées par les juridictions supérieures, c'est ceux qui connaissent les meilleures promotions. Vous allez voir également que pour ce qui est des magistrats du parquet, ceux qui ont des bonnes notes de leur chef hiérarchique, c'est eux qui connaissent les meilleures promotions. Bon, maintenant, il s'avère que dans notre système, le pouvoir exécutif a compris que si jamais on a un corps de magistrats totalement indépendant, comme la justice le veut, eh bien, on va se retrouver dans des cas de figure où lorsqu'un préfet refuse, par exemple, au MRC, d'organiser une manifestation publique, le juge administratif dit « Monsieur le préfet, vous n'avez pas raison d'interdire cela ». Le juge administratif annule la décision d'interdiction. On va se retrouver dans un cas de figure où lorsque Mamadou Mota, Amadou Valmouké, qui sont l'objet de procès politiques, sont séquestrés judiciairement à la demande de certains pontes du régime, mais on aura des magistrats qui vous diront, parce qu'ils ne risquent rien dans le cours de leur carrière, qui vous diront non, monsieur Mamadou Mota, son dossier est prêt à être jugé, il peut être jugé maintenant. Pareil pour Vamolke. Mais vous allez voir que tous les dossiers qui ont un relent politique bénéficient d'un traitement qui dure en longueur. Je dirais même la procédure de traitement sur le temps correspond pratiquement au pas d'une tortue. Voilà, donc il faut quand même à un certain moment se dire que si nous voulons faire évoluer nos institutions, il faut souvent se dire des vérités. Notre système judiciaire est un système qui est embrigadé par le pouvoir exécutif. Et les gens doivent comprendre. Vous avez posé tout à l'heure la question à Aristide Monod, pourquoi est-ce que certains magistrats se sentiraient en fait embrigadés par le pouvoir exécutif? Eh bien, c'est parce que c'est le pouvoir exécutif qui tient leur carrière. Eh bien, c'est ça, c'est le pouvoir exécutif qui tient leur carrière. Ça veut dire que demain, le Conseil supérieur de la magistrature va siéger. Madame Simon vous parle de 2 membres de l'opposition qui est dominant, d'ailleurs ils sont suppléants. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas vocation à siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Ils ne siégeront que s'il y a un membre titulaire qui est malade ou bien qui est désormais indisponible. Alors pour vous, c'est négligeable? Vous estimez même que c'est négligeable? Oui, c'est négligeable. Oh, et même s'ils avaient été présents, je dis même s'il y avait des représentants de partis d'opposition, même je prends s'il y avait un représentant du MRC. Je dis même s'il y avait un militant du MRC. Malheureusement, allez aux élections et vous iriez. Allez aux élections et vous iriez. Non, je ne vous interromps pas, je vous en prie. Donc je dis, même s'il y avait, je prends un exemple, même s'il y avait un militant du MRC, membre de ce Conseil supérieur à la magistrature, non, il n'est pas mauvais, c'est parce qu'on n'écoutait pas. Parce que vous n'allez pas aux élections. Oui, Marcel, il a la parole. Non, c'est encore très tôt pour être dépassé par le débat, madame. Vous avez la parole. C'est pas une situation de dépassement, je vous en prie. C'est que les examens ne sont pas précis. Marcel, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Je dis, le Conseil supérieur de la magistrature, même si vous avez 2 membres de l'opposition, à côté de plus de 10 membres du régime RDPC, je pense qu'ils ne peuvent rien changer du tout. Absolument rien changer. Donc, je disais que ce qui se passe, c'est que la carrière des magistrats est gérée par le Conseil supérieur de la magistrature. Si nous voulons changer cette donne et avoir une justice indépendante qui travaille en respectant les règles de célérité judiciaire qu'on constate dans les pays où le système judiciaire est crédible, il faut départir le Conseil supérieur de la magistrature des mains de l'exécutif et le confier aux magistrats. Ce n'est pas compliqué. Il faut départir et le confier aux magistrats. Et à côté de ça aussi, parce que quand on parle de Vamolke, vous allez voir que tous les procès, je dis bien toutes les affaires pendantes dans la justice qui ont une connotation politique, parce que Vamolke, il faut se rappeler que pour poursuivre quelqu'un dans le cadre de l'opération Épavier au Cameroun, lorsqu'il s'agit d'un gros cadre de l'administration, eh bien, il faut l'autorisation de la présidente de la République. Ce qui veut dire que Vamolke n'a été poursuivi parce que le président de la République a donné son accord. Maintenant, il y a des dossiers où en cours d'enquête, on se rend compte que le dossier est vide, que les éléments sur la base desquels on a arrêté quelqu'un, ces éléments-là ne sont pas probants.
Et vous vous retrouvez donc dans une situation où l'autorité exécutive peut vous embrigader, instrumentaliser la justice pour vous maintenir en prison, tout simplement parce qu'on est dans une situation de règlement de compte. Mais pourtant, le Code de procédure pénale a prévu, par exemple, l'habeas corpus pour permettre aux avocats d'avoir gain de cause lorsqu'ils estiment que leurs clients se retrouvent interpellés sans le respect des procédures en la matière. Pourquoi jusque-là, il y a toujours problème, Maître Désiré Sikati? Je pense que je vais parler de la politisation de la justice. Ça veut dire que même pour appliquer les lois sur l'habeas corpus, il faut avoir déjà des magistrats qui se sont totalement indépendants dans le rendu de la justice. Si vous avez des magistrats qui sont soumis, qui sont dominés par un pouvoir exécutif omniprésent, qui les intimide sur le process de leur carrière, eh bien, vous aurez difficilement un magistrat qui va accepter de se sacrifier. Parce que se sacrifier signifie dire non au pouvoir exécutif. Ça veut dire, par exemple, que lorsque Maba Numbuta, il est détenu et que son procès est renvoyé sempiternellement, il faut être un magistrat courageux pour dire à un certain moment, le principe de la présomption d'innocence commande aussi que le temps de jugement des affaires soit ne soit pas trop long. Voilà, donc, maintenant, vous savez, comme dans tous les corps de métier, parce que vous avez, que ce soit la magistrature, chez nous-mêmes les avocats, et même chez vous les journalistes, vous allez avoir des gens qui ne sont pas capables d'affronter l'adversité, qui vont accepter de se conformer, même s'ils ne sont pas contents. Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Donc, il y a des magistrats qui veulent bien faire leur travail, mais malheureusement, on est dans une situation où même ces magistrats-là, ils ne se sentent pas protégés lorsqu'ils vont recevoir des flèches du pouvoir exécutif. Mener une enquête dans le corps de la magistrature. Les magistrats sont assez taiseux, mais je pense que si vous faites une enquête et vous leur donnez l'assurance à certains d'entre eux que le résultat de votre enquête sera anonyme, eh bien, je peux vous assurer que vous allez entendre des choses. Voilà donc. Et maintenant, il faut aussi qu'à un certain moment, si nous voulons se battre pour la promotion d'une vraie justice, à un certain moment, il faut prendre des responsabilités, dénoncer. Le Cameroun, c'est l'un des rares pays où vous n'avez pas un syndicat de la magistrature qui marche. Un des rares pays. Je ne sais pas, la dernière fois, on a entendu le syndicat de la magistrature donné au Cameroun, je pense que c'était dans les années 1990. Les années de Brest, oui. Ben, ça fait pratiquement 30 ans. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, je devais être encore au lycée ou bien au collège. Ben, je n'ai plus jamais entendu les magistrats se plaindre de leurs conditions de travail. Mais je peux vous assurer que il n'y a pas un seul avocat qui vous dira qu'il ne reçoit pas souvent des confidences des magistrats qui se plaignent. Parce que nous savons, ils se plaignent des conditions de travail, mais ils ne peuvent pas le dire publiquement. Justement, après vous mettre Désiré Sikati, Edmond Kamyassur, le travail des magistrats, ils sont au cœur de ce Conseil supérieur de la magistrature et au cœur des décisions qui devraient être rendues au nom du peuple camerounais. Mais il y a cette question de la corruption et de le fait qu'ils soient assujettis au pouvoir exécutif. Comment on en sort concrètement? Est-ce que c'est une équation difficile à résoudre dans le contexte de démocratie camerounaise? Il faut dire que la corruption dans la justice n'est pas une question nouvelle. D'ailleurs, Transparency International, dans les secteurs où on découvre la prolifération de la corruption, il y a la justice, comme il y a la police, il y a beaucoup d'autres domaines. Mais je dois dire qu'en réalité, au-delà, je préfère le dire ici, au-delà du fait que le président de la République ou l'exécutif, le pouvoir judiciaire d'une manière globale, intervient dans le domaine du judiciaire, il y a la responsabilité propre des magistrats eux-mêmes. Parce que je voudrais rappeler ici, il y a des batailles que nous avons menées dans les années de Brest. Quand je dis nous, les journalistes, les médias, aux côtés des activistes, des acteurs de la société civile. À l'époque, il y a eu des associations qui ont été suffisamment fortes sur le terrain pour faire avancer le processus de démocratisation au Cameroun. Je pense à l'OCDH, l'Organisation camerounaise des droits de l'homme, que présidait à l'époque M. Charles Tunga. Il y a Cap Liberté, comité d'action populaire pour la liberté, que dirigeait à l'époque Dominique Ndiokam Tchameni. Il y avait d'autres associations qui, aux côtés des journalistes et d'autres acteurs de la société civile et de l'opposition, ont fait en sorte qu'on avance dans ce pays et obtiennent des lois qui permettent de libérer un peu le Camerounais de l'étau du pouvoir. Je voudrais dire qu'en réalité, à l'époque, c'est vrai, il y a quelques magistrats, il y avait un syndicat de magistrats, de fonctionnaires, qui essayaient d'accompagner, de venir
aux côtés des médias, des journalistes et des acteurs de la société civile pour pouvoir renforcer ce combat-là. Mais depuis, on n'entend plus effectivement parler de ce syndicat de la magistrature. Et quand je parle de la responsabilité propre des magistrats, c'est parce que nous avons pu, je dis nous, parce que nous étions sur le terrain. On était dans les villes mortes sur le terrain. Il y avait des batailles qui menaient. J'insiste sur le rôle des journalistes. Parce que nous, on a obtenu gain de cause sur beaucoup de choses, ainsi que sur d'autres terrains concernant la société camerounaise en général. Nous avons, par exemple, pu, en marchant, obtenir la levée de la suspension qui pesait sur la plupart des médias, la presse privée, le Messager, la Nouvelle Expression, Challenge Hebdo et d'autres médias avaient été suspendus de manière illégale par l'ancien ministre de l'administration territoriale à l'époque, Feu Anzetsungi. Nous avons marché en 91 et on a pu obtenir au cours de la même année la levée de la suspension des journaux. Et on a pu obtenir l'abolition de la censure le 4 janvier 1996, avant l'adoption et la promulgation de la Constitution qui permet, et j'insiste là-dessus, qui permet à la justice, qui n'était qu'une autorité dans l'ancienne Constitution de 72, à devenir de manière affirmative et singulière, le 18 janvier 1996, un pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire n'existait pas. Quelle est la différence? On s'est battu pour qu'il y ait un pouvoir judiciaire. Quelle est la différence entre autorité et pouvoir judiciaire, pour que les Camerounais puissent mieux comprendre la mutation qui a été faite dans la Constitution de 1996? À l'époque, avec l'autorité judiciaire, c'est le pouvoir exécutif pouvait faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, il intervient à tout moment pour instrumentaliser la justice. Et là-bas, et dans ce contexte d'autoritarisme institué, cela paraissait normal. Parce que ce n'était qu'une autorité, ce n'était pas un pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est un cran au-dessus de l'autorité. C'est un cran au-dessus de l'autorité. C'est pour cela qu'on précise, dans la Constitution du 18 janvier 1996, pouvoir judiciaire. Et on dit, et c'est écrit, la justice est rendue au nom du peuple camerounais et la justice est un pouvoir indépendant. Et le caractère indépendant du pouvoir judiciaire était censé amener les magistrats, les acteurs de la justice d'une manière globale, magistrats et auxiliaires de la justice, à travailler pour renforcer cette indépendance. Mais on se rend compte que ceux qui sont le plus à même à renforcer ce pouvoir judiciaire, les magistrats, ce sont eux qui, dans la plupart des cas, parce qu'ils ne pensent qu'à leur carrière, sont zélés. Beaucoup sont du RDPC, ils sont libres d'appartenir à un parti politique, notamment le parti au pouvoir. Il y en a qui sont proches de l'opposition ou de la société civile. Mais je dis qu'une bonne partie de ces responsabilités, ce sont beaucoup de ces magistrats-là qui ne s'approprient pas ce pouvoir et rendent la justice au nom du peuple camerounais. Quand nous avons parlé tout à l'heure des lenteurs judiciaires, j'ajouterai la justice à tête chercheuse, encouragée et entretenue par beaucoup de magistrats qui refusent de dire le droit, aussi bien dans les contentieux électoraux que dans des affaires concernant les justiciables. Il y a beaucoup, et c'est pour cela que la plupart des décisions sont le plus souvent réformées. L'administration l'a prévu, le judiciaire l'a prévu. Quand vous n'êtes pas d'accord dans une affaire qui est rendue, vous pouvez faire appel. Mais on se rend compte que la plupart des affaires qui doivent être réformées en appel ou à la Cour suprême, c'est parce que très souvent, au niveau de la première instance, au niveau de la première juridiction, le juge n'a pas dit le droit. Or, si les magistrats n'étaient pas corrompus ou étaient moins corrompus et disaient le droit, je pense qu'ils seraient plus indépendants. Ils auraient ce pouvoir indépendant là qu'ils n'ont pas. Après vous, Edmond Kamdia, Aristide Mono, sur les réformes qui ont été faites dans les textes, il y a ce pouvoir judiciaire qui est conféré par la Constitution camerounaise. Dans les rangs du parti au pouvoir, on estime que la justice, il y a eu des réformes qui ont été menées afin que la justice soit rendue au nom du peuple camerounais. Mais dans la perception de l'opinion publique nationale, vous qui les côtoyez au quotidien et qui travaillez sur ces questions-là, quel est le regard que vous posez aujourd'hui sur la justice telle qu'elle fonctionne aujourd'hui? C'est clair qu'on peut être d'accord
avec la tendance dominante qui pense que de manière globale, il y a une certaine indépendance dans les textes. C'est vrai, il y a une certaine indépendance, mais il ne faut pas nier le fait qu'on a introduit de manière subtile quelques ruses juridiques, quelques ruses constitutionnelles qui, au demeurant, finissent par encapsuler l'indépendance de la justice. On a parlé à un certain moment, je reviens là sur les travaux du chef de département sciences politiques de l'Université Yaoundé 2, le professeur Fabien Cotte. Il a évoqué dans l'un de ses articles la question de l'usage politique du droit. C'est-à-dire comment est-ce que le politicien dominant ou l'ordre politique dominant essaye d'instrumentaliser ou alors de se servir du droit, disons de la justice et autres, pour pouvoir assurer sa longévité ou sa stabilité. Et quels sont ces mécanismes, justement ? À travers donc une perception non pas philosophique, non pas sociologique du droit, mais doctrinale du droit. C'est-à-dire, lorsque quelque chose est écrit, il n'y a plus rien à redire. C'est-à-dire qu'on prend le droit, on prend ce qui est écrit dans la Constitution, comme les 10 commandements de Moïse, et pourtant cela relève tout simplement du rapport. Donc ça relève, c'est le fruit du rapport de force politique entre les différentes parties du champ politique. Donc c'est-à-dire des vainqueurs qui décident d'écrire le droit tel qu'ils pensent et tel que cela pourrait leur apporter une certaine stabilité, une longévité au pouvoir. Donc, on peut bien écrire des choses, on peut bien créer des institutions comme on a créé le Sénat, mais du moment où ces institutions dans la pratique ne répondent pas aux besoins auxquels elles devraient répondre, on se retrouve dans cet usage politique des institutions, cet usage politique du droit. Si on prend le cas de l'Assemblée, du Parlement, combien d'enquêtes parlementaires ont été initiées ici par le Parlement? On a eu quand même des scandales. Le scandale de la CAN qui avait glissé. On a eu récemment même le scandale du riz de l'heure, parce que je ne vais pas faire la publicité à cette structure. Entre-temps, vous ne voyez pas une certaine volonté réelle et souveraine de l'institution qui devrait assumer son rôle de l'un des trois pouvoirs, se lever pour mettre en difficulté l'exécutif à travers ces enquêtes et des questions orales au niveau de l'Assemblée. J'ai pris le cas tout à l'heure du Conseil constitutionnel dont les mandats ont été revus tout simplement parce qu'on veut tenir les conseillers constitutionnels. Et aujourd'hui, vous avez le cas du Conseil supérieur de la magistrature où tout est chapeauté par le président de la République. Et il faut dire qu'en fait, lorsqu'on parle de l'exécutif ici, c'est de façon péjorative et abusive d'ailleurs. Parce on devrait parler de quoi concrètement? On devrait parler plutôt des apparatchiks de l'État du Cameroun. C'est-à-dire ce que le professeur Mouche appelle de manière triviale les big men du pays, qui forment en fait un clan avec pour seul objectif la longévité au pouvoir. C'est en fait ces individus, parce que lorsqu'on parle du pouvoir exécutif, c'est comme si l'organe en lui-même avait des prétentions de domination. Non, c'est plutôt le clan qui pense à un moment donné qu'il faut contrôler pratiquement toutes les institutions du pays, y compris les institutions basiques, civiles, comme par exemple des associations, vous avez des associations des Bayam Selam, des associations des taximen moto, qui à chaque instant sont phagocytés par ces big men qui estiment qu'il ne faut pas laisser cette chose-là entre les mains, peut-être de certains opposants. Il faut donc contrôler pratiquement toutes ces structures qui font donc en sorte que, à un moment donné, on puise à gauche, on puise à droite pour renforcer le leadership présidentiel. Donc, c'est en fait des individus qui décident de se faire une certaine stabilité, et cette stabilité est liée au fait que l'État est considéré comme quelque chose qui leur donne des rentes. Et on fait donc tout et pour tout pour contrôler pratiquement tous les pouvoirs. Parce que si on dit par exemple que
c'est l'exécutif qui phagocyte la justice. Mais imaginons un seul instant le poids d'un Kavaye Djibril sur une décision de justice. Imaginons le poids de M. Amadou Ali. Imaginons le poids de M. Yebe Aïssi. Je vais vous rappeler une chose. L'année passée, il y a eu ce qu'on a appelé un mémorandum des jeunes de la Léki. Et dans ce texte, on pouvait lire que les élites de la Léki ont promis l'entrée à l'ENAM. Et l'ENAM, c'est l'école qui forme les magistrats. Donc, les élites ont promis l'entrée à l'ENAM aux jeunes et en retour, ils n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Imaginons un seul instant que ces jeunes aient été cooptés. Immédiatement, on était dans un laboratoire de l'antichambre de production des futurs corrompus ou alors des personnes qui allaient être liées de manière éternelle à celui qui leur avait permis d'accéder à l'ENAM et de devenir magistrat. Donc il faut tenir compte en fait de toutes ces logiques, parce que si on s'en tient tout simplement au fait que bon, tel est nommé, immédiatement il devient un avant-Christ, tel est nommé, il commence à faire allégeance à tel, il faut voir d'où viennent toutes ces personnes. C'est pourquoi on parlait tout à l'heure du carriérisme qui tue en fait le corps. Parce que les gens ne sont plus tenus par la déontologie, ne sont plus tenus par la mise en application de ce qui est dit, mais plutôt par le décret de nomination, d'avancement, ou alors par des cooptations au niveau des écoles qui forment les magistrats. Donc je pense que c'est quelque chose de complexe qu'on ne peut pas vider comme ça au cours d'une seule émission. Après ce diagnostic, Marcel Simon, il vient d'établir le fait qu'il y a des barons du régime Biya qui manœuvrent dans l'ombre pour positionner leurs filleuls ou alors des personnes qui leur seront redevables au sein de la magistrature afin de maintenir le système à la tête du Cameroun, des méthodes qui sont contraires aux valeurs qui existent dans la constitution du Cameroun. Pourquoi de telles méthodes? C'est dommage, Cédric, parce que derrière les méthodes, des valeurs de la constitution, il y a des valeurs morales. Je ne peux pas avaler l'idée selon laquelle on veut justifier les comportements déviants par rapport aux histoires de carrière et de positionnement. Où est la personnalité? Où est la valeur morale de l'individu? Il a fait mention des comportements de certains à ce niveau-là. Donc, je ne peux pas avaler cette hypothèse-là sous prétexte que simplement on voudrait absolument gravir les échelons et du coup, on décide délibérément de se comporter n'importe comment. Permettez-moi de souligner de dire quelque chose à Maitre, parce que, à ce que je sache, Maitre est au barreau du Cameroun et il sera très d'accord avec moi que tous les avocats ne sont pas au barreau du Cameroun. Donc, il y a des valeurs au Cameroun que l'on respecte encore. Il y a un minimum de justice. Ne sont pas au barreau du Cameroun. Je vous en prie. Il y a un minimum de justice. Non, tous les avocats du Cameroun sont inscrits au barreau du Cameroun. Voilà. Ça, il y a un minimum, je vais arriver quelque part. Il y a un minimum de justice dans la justice camerounaise. Il y a également des situations qui créent des intérêts, qui créent un flou au niveau des comportements, et je ne voudrais pas qu'à un moment on globalise tout le corps de la justice sous l'angle de la corruption ou des comportements déviants. Mais ce sont les rapports des organisations internationales qui classent la justice et d'autres corps de l'administration publique comme les corps où il y a le plus des pratiques de corruption et qui sont à la fois du fait des justiciables, mais également de ces magistrats et autres acteurs du corps judiciaire. Oui, mais vous ne pas dire que tout le monde est corrompu. La préoccupation majeure reste ici sur les méthodes mises en place par le système gouvernant pour assujettir le pouvoir judiciaire et pour se rassurer que ce soit des magistrats acquis à la solde du pouvoir en place qui soient promus et qui rendent des justices, non pas au nom du peuple camerounais, mais plutôt au nom de ceux qui les ont permis d'atteindre ce niveau de carrière. Cette hypothèse, je ne passe pas très évidemment, parce qu'on a eu des situations au Cameroun où la justice a démontré qu'elle est la cause de la population, qu'elle est là pour le peuple camerounais, qu'elle est là pour défendre les Camerounais. Qu'à un moment, des individus ne prennent pas des situations personnel pour les généraliser. Revenons un peu sur l'affaire Garbou, où le chef de l'État a fini par sanctionner
des membres, des personnes de la justice camerounaise de manière très claire aux yeux de tous. Voilà au moins des preuves qui vous montrent clairement que lorsque ça ne va pas, l'exécutif peut prendre la position et assurer cette fonction de régulation finale, d'arbitre, pour pouvoir mettre au clair un ensemble de situations. Mais ce que je ne voudrais pas qu'on fasse croire aux téléspectateurs, c'est que la justice camerounaise est émaillée totalement de faux, de corruption ou alors de mauvaise foi. Mais cette justice a été mise au défi sur la situation de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous le savez, il y a des centaines de personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la crise, qui depuis 2-3 ans n'ont pas été jugées ni condamnées, mais qui sont toujours en prison. Au moment où des Camerounais souhaitent la fin de cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, que fait la justice, elle qui doit aussi jouer un rôle de régulation sociale? La justice suit son cours. La justice suit son cours. Tout à l'heure, à l'entame, on a parlé et j'ai voulu qu'on insiste sur des lenteurs judiciaires. Parce que pour moi, voilà le véritable problème. La justice suit son cours et toujours vous conviendrez avec moi que c'est pas le seul. Les magistrats ont un agenda bien construit, un agenda bien chargé. Je ne voudrais pas dire qu'il y a des affaires qui sont mises en retrait sous prétexte qu'elles sont petites ou alors n'ont pas de la valeur, mais il y a un agenda qui est suivi, qui est respecté, qui à un moment donne l'impression aux uns et aux autres qu'il y a un désir personnel ou alors individuel de vouloir retarder des situations. La justice suit son cours et je crois que les actions sont en train d'être menées pour que le calme et la paix reviennent dans ces parties de manière très claire. Maintenant, pour les individus qui sont arrêtés, les motifs ont été connus. Les motifs ont été clairement identifiés. Mais ça fait plus de 3 ans que ces personnes n'ont pas été jugées. N'ont pas été jugées. Elles n'ont été condamnées. Elles sont toujours, simplement a priori, en détention et cela ne respecte plus les procédures en la matière au Cameroun. Bon, parce qu'il y a un agenda, ça je insiste encore sur le concept, il y a un agenda qui malheureusement ne favorise pas la rapidité de l'exécution de certains dossiers, mais ça ne voudrait pas dire que les actions menées ou alors le temps que ça prend, 2 ans, 3 ans, traduit simplement de la mauvaise foi ou du désir de les abandonner dans des geôles de prison. Non, c'est pas ce que ça voudrait dire. Après vous, Marcel Simon, Maître Désiré Sikati, sur le cas de la situation de la crise anglophone, vous le savez, il y a, selon les avocats qui assistent de façon judiciaire et sur le plan juridique, ces centaines de Camerounais qui ont été interpellés, il y a l'un d'eux qui est décédé dans un hôpital. Vous avez vu ces images qui étaient sur un lit d'hôpital, presque mourant, enchaîné. Finalement, il a succombé à sa maladie en attendant d'avoir des précisions officielles sur les circonstances de son décès. Toujours est-il qu'il a passé plusieurs années en détention sans être jugé ni condamné. C'est l'un des détenus arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Comment vous réagissez face à cet acte, à ce décès survenu dans des circonstances telles que je viens d'évoquer? Vous savez, Cédric, peut-être vous allez me permettre de dire 2 mots sur ce que Mme Simon a aussi dit tout à l'heure. Là, elle a pris l'exemple de Gbagbo pour montrer que l'indépendance de la justice existe. C'est ce qu'elle a dit. Mais sauf que la commission d'enquête qui a été mise sur pied par le chef de l'État sur le massacre de Barou Garbou a rendu un rapport qui a déterminé les personnes qui seront poursuivies devant le tribunal militaire et déterminé également d'autres personnes qui vont faire l'objet de sanctions administratives. Ça veut tout simplement dire que les autorités judiciaires en charge de cette affaire-là ne vont pas poursuivre autre personne que celle indiquée par le rapport. Donc elle a pris un exemple qui vient nous conforter dans ce qu'on a au Cameroun un système judiciaire embrigadé par l'exécutif. Ça, c'est un cas d'école patent. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez dit, Cédric, je pense qu'il y a des règles élémentaires dans le fonctionnement de la justice. Il y a un principe qu'on appelle la présomption d'innocence qui signifie que même lorsque quelqu'un est interpellé et dans le cadre d'une infraction, il doit être traité comme s'il était innocent jusqu'à ce que son jugement soit rendu. Au cas où il serait condamné, jusqu'à ce que la décision devienne définitive. C'est comme ça. Ça, c'est la présomption d'innocence. Donc, le cas de ce compatriote anglophone dont vous avez parlé, c'est pas un cas isolé, parce que je puis vous dire, d'ailleurs, vous le savez, je l'ai souvent suivi dans certains des reportages de votre chaîne, plus de 96% des détenus anglophones sont des détenus préventifs. Je veux dire ceux qui sont interpellés dans les régions anglophones. Parce que, voyez-vous, il y en a
qui sont interpellés et déportés à Yaoundé. Il y en a d'autres qui sont dans les prisons du sud-ouest et les prisons du nord-ouest. Je dis, plus de 99% de ces personnes-là n'ont pas été jugées jusqu'à ce jour. Voilà, ça vous pouvez le vérifier. Donc, et je pense que lorsque vous êtes interpellé, gardé en prison de façon permanente sans être jugé, je pense qu'au-delà du fait que vous subissez un véritable choc émotionnel, mais il y a aussi que votre état de santé doit se dégrader. Donc, j'ai l'impression que beaucoup de personnes dans la situation de ce compatriote auraient pratiquement ressenti la même chose, auraient pu finir de la même façon. Donc, et ça rejoint toujours ce que nous disions tout à l'heure, parce que j'ai l'impression aussi que Madame la représentante du RDPC a tendance à vouloir déporter le problème du dysfonctionnement de notre système judiciaire sur les magistrats. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il est question de dire ici que le système judiciaire marche mal parce qu'il est embrigadé par le pouvoir exécutif. Heureusement que c'est une impression. Oui, il est embrigadé. J'ai donné des exemples. Le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature en est une illustration patente que toute âme de bonne volonté ne saurait nier. Donc, à côté de ça, vous allez voir, quand vous avez un magistrat, parce que vous avez demandé tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'un magistrat doit sentir sa carrière être détenue entre les mains du pouvoir exécutif? Oui, mais attendez, il y a des gens, dans le corps de la magistrature, il y a des gens qui aussi ont décidé de privilégier leur carrière. On ne peut pas nier cela. Il y a des magistrats qui pensent que leur carrière est plus importante que la justice. Donc ça veut dire, si on leur dit de vous condamner, monsieur Noufélé, même si vous n'avez rien fait, et qu'ils sont sûrs qu'après votre condamnation, ils bénéficieront d'une bonne promotion, ils vont vous condamner. Malheureusement, c'est ça. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir comment faire pour avoir un environnement structurel qui garantit une véritable justice. Je pense qu'il nous faut une véritable réforme. Et tel que je vois le régime de Yaoundé se comporter, cette réforme ne passera pas par ce régime. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement en termes de réforme? Mais en termes de réforme, déjà, il faut laisser la responsabilité du management du Conseil de la supérieur de la magistrature entre les mains des magistrats. Il faut que les membres du Conseil supérieur de la magistrature soient désignés par élection par le corps des magistrats. Il faut susciter auprès des magistrats la création d'un syndicat et même de plusieurs syndicats. Parce que ce qui fait l'homogénéité des corps de métier, c'est cette capacité qu'ont les membres à revendiquer leurs droits. Edmond parlait tout à l'heure des avocats. Mais attendez, aujourd'hui, on entend parler des avocats qui sont violentés et des mesures qui sont prises, engagées par le barreau pour que les personnes qui sont à l'origine de ces violences soient sanctionnées, parce que les avocats ont la possibilité d'exprimer leur frustration. Et je pense que si la possibilité est donnée aux magistrats de pouvoir revendiquer des meilleures conditions de travail à travers, par exemple, des syndicats, on aura une justice de bonne qualité. Il ne faut pas que le régime pense que l'existence d'un syndicat, par exemple, pour les magistrats, consiste seulement à dire non, dénoncer certaines choses qui ne sont pas bien, qui sont faites par le régime. Aujourd'hui, on constate, par exemple, que des magistrats sont sur le surpoids du travail. Ça veut dire que vous avez un magistrat qui, à lui seul, peut arriver à une audience avec près de 300 dossiers. Et les 300 dossiers ne sont pas les seuls qui gèrent. Moi, je pense que ça pose le problème de la politique judiciaire. Et ça, on ne peut pas, les magistrats, s'ils avaient un syndicat, ils doivent être capables de dénoncer cela. Parce que quand les avocats se plaignent, les magistrats, ils vont répondre non, ben, maître, vous-même, vous voyez que nous, on ne peut pas tout faire au même moment. Mais sauf qu'en même temps, ceux auprès de qui ils doivent dénoncer pour revendiquer des meilleures conditions de travail, ils ne le font pas. Donc, je pense qu'il faut une véritable réforme. Et puis, nous parlions tout à l'heure de la complémentarité entre les pouvoirs. Parce qu'il ne faut pas, dans le système camerounais, M. Aristide Mono a parlé tout à l'heure c'est un système de potentat. Potentat, c'est-à-dire vous avez un pouvoir exécutif qui pense qu'il est l'émanation des autres pouvoirs. Le pouvoir exécutif au Cameroun pense que c'est lui qui fabrique le Parlement. Le pouvoir exécutif pense qu'au Cameroun, c'est lui qui fabrique le judiciaire. Alors que ce n'est pas ça. Nous devons avoir un système où le peuple est la base de tous les pouvoirs qui régulent notre société. Ça veut dire que si vous avez un Parlement, puisque aujourd'hui il est acquis que le Parlement est d'essence populaire, mais en même temps on voit très bien que au sein du RDPC, on a d'office embrigader la volonté populaire à travers des investitures qui sont orientées et personnifiées vers des gens qui très souvent ne sont pas ceux qui ont l'onction populaire. Donc, à côté de ça, quand vous prenez aussi le système judiciaire qui est contrôlé par l'exécutif, je pense qu'on ne peut pas avoir une justice qui est performante. Après vous, justement, Marcel Simon, qu'est-ce qu'on fait pour rendre la justice au nom du peuple camerounais, redonner confiance aux Camerounais pour qu'ils puissent croire que la justice qui est rendue
dans les différentes juridictions soit faite après un procès équitable où les différentes preuves administrées par les différentes parties ont été prises en compte et que la justice a été rendue de façon équitable. Excusez-moi d'insister encore sur ce concept. Au Cameroun, la justice est rendue au peuple. La justice est acquise à la cause du peuple. La justice est là pour le peuple camerounais. Ça, je n'en doute point. Là, il n'y a pas d'hésitation à ce niveau. Je ne voudrais pas faire comme certains, c'est-à-dire étayer, appuyer des arguments sur la base des suppositions, je pense qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. Non, ça ne nous avance vraiment en rien. Ça ne nous aidera vraiment à rien. Je suis de ceux qui pensent, et ça je le dis très clairement souvent, qu'il y a des choses à faire, mais il ne faudrait pas qu'à chaque fois, lorsqu'on a l'occasion de s'expliquer sur une question aussi pertinente comme celle-là, qu'on démontre très clairement aux yeux du public ou alors des Camerounais que tout va mal, tout est mauvais, tout n'est pas clair. Un ensemble de choses est présenté au peuple camerounais et je crois que jusqu'à maintenant, la justice camerounaise œuvre pour les Camerounais, pour le peuple camerounais et surtout pour la population. Donc on ne peut pas malheureusement, chaque fois d'ailleurs, on essaye de décrier les comportements déviants de certains corps de la justice qui se présentent même dans vos médias, qu'on essaye de montrer au grand jour que voilà des comportements qui ne sont pas acceptés. Donc je ne voudrais pas qu'on prenne ces comportements qui sont mis à part et qu'on essaye de les afficher, n'est-ce pas, de les poster sur tout le corps, sur tout l'organe de la justice, ce qui n'est pas le cas. On gagnerait à avoir un minimum de bonne foi pour dire oui, ça marche ici, ça marche là, mais à tel niveau, peut-être ça ne marche pas et voilà les tentatives de solutions qu'on devrait mettre sur pied pour que ça puisse aller davantage. Déroulons le fil conducteur de cette émission avec vous, Aristide Monod, concernant la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Deux clichés ont été présentés dans les propos liminaires. D'abord, un autre meurtre d'un travailleur humanitaire à Batibo, survenu le 7 août dernier. Et ensuite, à Yaoundé, le décès d'un détenu arrêté dans le cadre de la crise anglophone qui est mort enchaîné sur un lit d'hôpital à Yaoundé. Il a passé plusieurs années sans être jugé ni condamné. Ces clichés interviennent au moment où il y a plus de mois, des contacts préliminaires entre les leaders du mouvement séparatiste et les services secrets camerounais et plus rien. Pendant ce temps, il y a la situation sur le terrain qui ne cesse de s'aggraver. Quel est votre regard, Aristide Monod, sur ces questions ? La première, c'est que toutes les mesures qui ont été prises jusqu'ici depuis 2016 s'avèrent inopérantes de façon générale. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de petites victoires, mais dans le fond, on reste dans la situation de crise avec ce cas évoqué. Et également le fait que jusqu'ici, la radicalisation est dans un processus permanent parce que le détenu décédé appartenait probablement, appartient à une famille. Et il faut donc un peu voir la perception que cette famille aura désormais de la gestion de la crise anglophone et surtout de l'État et de manière générale des francophones. On dira tout simplement que les francophones l'ont tué ou l'État l'a tué. Parce que lorsqu'on prend des décisions contre sa propre population, il faut tenir compte de la perception des communautés. Est-ce que cela sert? Est-ce que cela dessert? Il va falloir trouver la réponse, la bonne réponse d'ailleurs. Mais je dirais que tout ce qui a été fait jusqu'ici a été fortement politisé. Expliquez-vous. J'ai parlé tout à l'heure du présidentialisme monarchique. C'est-à-dire que toutes les situations qui se posent au Cameroun ont pour référence le président de la République. C'est-à-dire que si les populations de Ange Raphaël ou de New Bell décident de revendiquer la permanence de l'énergie électrique, on vous dira tout simplement que c'est un acte de subversion avec pour vocation le départ du président de la République. Lorsque vous avez une situation comme celle de Boko Haram, on vous dit que c'est une rébellion pour venir enlever le président de la République. Vous avez la crise anglophone qui a pour déterminant fondamental le problème anglophone.
On vous dit que c'est plutôt la recherche de la tête du président de la République, on veut le déstabiliser. Et pourtant, dans des aires politiques un peu moins subjectives, il y a une dépolitisation des problèmes publics. La crise anglophone, comme je venais de le dire, a pour cause le problème anglophone qu'il faut résoudre. Maintenant, les posologies, les méthodes qui ont été apportées, les démarches, les solutions, les options arrêtées par l'État, ces options ont été entachées de cette perception politique des problèmes qui, ma foi, peuvent être apolitiques. Le problème anglophone, c'est lequel? Il y a la question de la marginalisation. Il y a la question de l'accès des uns et des autres, des communautés, aux ressources de l'État, dans un système où on arrive à chaque instant à se retrouver dans des podiums des pays les plus corrompus du monde. Alors, dans ce genre de situation, est-ce qu'il faut mettre en avant la déstabilisation du président de la République? Non, il faut résoudre le problème. Et derrière dans cette politisation, il y a eu ce que ce qu'on peut qualifier en fait de bataille d'intérêt, bataille politique. C'est-à-dire que le solutionnement de la crise anglophone n'est pas une priorité. La priorité, c'est l'orgueil de l'État qui doit rester fort. L'État fort. Or, ceux qui revendiquent cette posture et se disent réalistes sont plutôt dans une autre logique. Parce que c'est quoi le réalisme? Le réalisme, si on le résume à travers cette pensée de Deng Xiaoping, c'est que, quelle qu'en soit la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris, quelle qu'en soit la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris, quelles qu'en soient les options, la nature de l'option, pourvu qu'il y ait paix dans le Nord-Ouest. C'est ça qui devrait gouverner, en fait, ce qui revendique le réalisme. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, des gens vous disent que il y a la question de la sécession qui ne devrait pas être à l'ordre du jour des discussions. Si on est dans une posture réaliste, si la mise sur l'agenda de cette question dans les négociations peut apporter la paix dans le Nord-Ouest, parce que c'est en fait ça, le résultat, la finalité de cette affaire. Un État, c'est le bien-être de sa population. Un État ne peut pas brader le bien-être de sa population tout simplement parce que on veut rester un État fort ou un État orgueilleux. Parce que la finalité, lorsqu'on se met ensemble dans le sens du contrat social, le problème c'est la sécurité des populations. On se met ensemble pour être en sécurité. Mais du moment où, étant ensemble, il y a l'insécurité, il faut remettre en cause le contrat et le redéfinir. Justement, alors je dirais tout simplement, pour chuter, que les options, toute option possible pouvant nous amener à la paix n'est pas à isoler. Il faut capitaliser et parmi ces options, toutes ces options. Justement, parmi ces options, il y a eu des contacts préliminaires entre les services secrets camerounais et les leaders du mouvement séparatiste anglophone, Edmond Kambia. Cela date déjà de plusieurs semaines qu'il y a eu une telle rencontre, mais le sentiment qui se dégage aujourd'hui, c'est que ces négociations sont bloquées. Qu'est-ce qui fait problème, Edmond Kambia? D'abord, je voudrais adresser mes sincères condoléances à ce compatriote qui a été interpellé dans le cadre de la crise anglophone, qui est détenu depuis plusieurs années et qui trouve la mort sur un lit d'hôpital. C'est pathétique, c'est dramatique, c'est tragique, non seulement pour cette famille, mais pour l'ensemble de la société camerounaise. Et c'est une mauvaise image que renvoie le gouvernement, non seulement à la société, mais à l'international. C'est une très mauvaise image. Et lorsqu'Amnesty International ou d'autres organisations de défense des droits de l'homme vont évoquer ce sujet ou d'autres sujets similaires, le gouvernement va monter sur ses chevaux pour dire que rien ne s'est passé ou que les choses ne se sont pas passées comme on le pense. Un Camerounais est mort, enchaîné, détenu sur un lit d'hôpital. Dans quelles conditions vivait-il dans la prison avant de trouver la mort dans ces conditions à l'hôpital?
Maintenant, sur la question que vous avez posée, M. Tchéik Doufelé, je voudrais faire observer qu'il y a une résolution des Nations Unies qui a permis qu'il y ait une pause humanitaire durable de 90 jours, au cours desquels les États dans lesquels il y a des conflits donneraient la possibilité aux différentes parties prenantes, c'est-à-dire ceux du pouvoir comme de la rébellion ou de la sécession pour le cas du Cameroun, puissent se retrouver et discuter afin de parvenir à un cessez-le-feu dans le délai de 90 jours. Officiellement au Cameroun, il y a eu des premiers contacts le 2 juillet dernier. Donc ça fait plus d'1 mois que nous avons eu les premiers contacts officiels. Et à ce jour, nous ne sommes pas au courant qu'il y ait eu un autre contact officiel entre la partie gouvernementale et les leaders sécessionnistes qui sont à la prison principale de Kondengui et à la prison centrale de Kondengui. Parce que les membres de la délégation des sécessionnistes étaient composés le 2 juillet de certaines personnalités, dont Ayouk Tabé, qui venait de la prison principale, et d'autres qui venaient de la prison centrale. Nous pensons que par rapport au délai qui court et qui interpelle le Cameroun et tous les pays qui sont concernés par le souci de parvenir à un cessez-le-feu dans le cadre de la résolution onusienne, doivent se dépêcher pour ne pas subir des sanctions que pourrait prendre le Conseil de sécurité au terme de ce délai si on n'est pas parvenu à un cessez-le-feu. Le second volet de votre question était de savoir pourquoi il y a ce blocage. Selon nos sources d'information, rappelez-vous, nous avons déjà évoqué sur ce plateau l'existence de clans et réseaux qui ne sont pas favorables à ces discussions qui ont commencé. Il se trouve que une partie de ces clans est montée au créneau pour rendre difficile, sinon complexe, la poursuite des discussions, des contacts entre la partie gouvernementale et les leaders sécessionnistes. Cette partie ou ce clan qui renforce ces obstacles souhaiterait que une autre option soit trouvée, une option qui ne mette pas en relief la discussion directe entre la partie gouvernementale et les sécessionnistes qui sont à Yaoundé. Ceux-là, ce clan, ces membres de ce clan, qui ne voudraient pas de ces contacts directs, privilégient d'autres types de contacts. Pas des contacts en interne, mais à l'international. Pas des représentants, pas des médiateurs autres que ceux qui sont actuellement en train de travailler pour ces discussions-là. Et selon nos mêmes sources d'information, nous avons le sentiment que ce clan est en déphasage total avec l'option et la position du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a eu l'autorisation du chef de l'État, qui a eu toutes les autorisations nécessaires pour permettre à l'équipe qui a conduit la délégation gouvernementale du 2 juillet de faire son travail. Et nous pensons que si ces informations que nous avons sont avérées de façon définitive, ce serait dangereux pour la suite des négociations. Parce que cela donnerait l'impression à ceux qui ont commencé ces contacts-là, notamment la partie anglophone, Ayouk Tabé et ses camarades, que le gouvernement a entrepris quelque chose auquel il ne croyait pas. Cela donne l'impression que le gouvernement n'est pas sincère, est de mauvaise foi et ne veut pas parvenir à un cessez-le-feu et ne voudrait pas parvenir à un règlement définitif de la crise. Il est important que ce blocage-là soit résolu le plus tôt possible. Justement, Maître Désiré Sikati, les Nations Unies ont demandé au monde entier d'observer une trêve humanitaire de 90 jours. Et il y a déjà plus de 40 jours qui ont déjà été épuisés dans ce délai fixé par les Nations Unies. Et au Cameroun, les armes continuent de crépiter dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les informations
Equinox Télévision font état des blocages dans des négociations qui avaient débuté par des contacts préliminaires entre leaders de mouvements séparatistes et les services secrets camerounais. Comment appréciez-vous l'évolution sur ce pan concernant des négociations, des contacts en vue d'un accord de cessez-le-feu? Vous faites bien d'impliquer les différentes résolutions des Nations Unies ou bien les différentes réquisitions des Nations Unies, de l'Union européenne, mais même de l'Union africaine pour le règlement de la crise anglophone. Mais seulement, j'ai envie de dire que cette dernière sortie des Nations Unies n'est pas la première, parce qu'il me souvient quand même que ça fait un certain nombre de temps que la communauté internationale, notamment les États-Unis, la France, l'Union européenne et même le secrétaire général des Nations Unies, et même très souvent à travers son secrétaire général en charge de la sous-région de l'Afrique centrale, ont toujours demandé qu'un dialogue soit amorcé. Mais le vrai problème, parce que là, vous avez abordé également la question liée au blocage des négociations. Je pense qu'il y a un problème de sincérité de la démarche du régime qui se pose. Parce qu'il faut quand même se rappeler que lorsque vous allez à la table de négociation avec un adversaire, je ne pense pas que ce soit vous, il vous appartient, vous, en tant que protagoniste du conflit, de choisir les représentants de l'adversaire. On a souvenance, par exemple, que lors du grand dialogue national, tous ceux qui étaient prétendus pour représenter la communauté anglophone avaient été triés sur le volet et dont les noms étaient mentionnés sur les listes signées par le Premier ministre qui était en charge de la conduite de ce grand dialogue national. À côté de ça, il faut aussi se rappeler que chaque fois, le Cameroun ou bien le régime de Yaoundé a souvent fait semblant d'aborder des négociations chaque fois que la communauté internationale a un peu haussé le ton. Je pense qu'il est arrivé, tout le monde se souvient d'ailleurs, qu'il est arrivé certains moments où la question de la crise anglophone était sur le point d'être posée sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à chaque fois, on voyait bien qu'au Cameroun, il y avait une pirouette du gouvernement qui arrivait quelque temps avant. Et on avait le sentiment que c'était juste fait pour dissuader la communauté internationale ou bien le Conseil de sécurité de se saisir de cette affaire-là. À côté de cela, aujourd'hui, on se rend compte que, d'après les informations qui ont été diffusées, lorsque la question de cette négociation a été évoquée récemment, il était sûr pour le régime que le régime est entré en contact avec Ayoub Sissoko Tabé. Bon, sauf que tout le monde sait qu'aujourd'hui, Ayoub Sissoko Tabé étant en détention à Yaoundé, n'a plus l'autorité qu'il faut pour conduire ces négociations-là. Aujourd'hui, il y a d'autres leaders de cette crise anglophone qui conduisent, qui sont en réalité les commanditaires de toutes les opérations qui se passent sur le terrain, dans le sud-ouest et le nord-ouest. Et nous savons tous que ces leaders-là sont hors du Cameroun et que le régime camerounais a toujours refusé de discuter avec ces leaders-là. D'ailleurs, lorsque la médiation suisse était proposée, j'ai souvenance que certains de ces leaders, parce qu'il faut aussi se rappeler que même au sein de la communauté anglophone de la diaspora qui gère cette crise à distance pour le compte de la communauté anglophone, il faut aussi se rappeler qu'il y a quand même des divisions, mais je me souviens quand même qu'il y a une partie de cette diaspora anglophone qui pilote les choses à distance, qui était d'accord pour la médiation suisse. Mais le gouvernement a refusé la médiation suisse. En même temps, on peut déduire que le gouvernement ne voulait pas reconnaître la légitimité de ceux-là. Bon, maintenant... Mais il y a eu un frémissement quand même au sein de ces mouvements séparatistes anglophones lorsqu'il y a eu ces contacts préliminaires entre Sissoko Ayoub Tabé et le directeur de la recherche extérieure, qui est le chef de la police des services secrets au Cameroun, donnant le sentiment qu'il y avait une vision à ces contacts préliminaires venant même de ces leaders d'autres mouvements séparatistes installés à l'étranger. Lorsqu'il y a un silence radio après de tels contacts, plus d'un mois après, quelles en sont les conséquences selon vous? Mais vous savez, je suis de ceux qui pensent qu'autant la crise anglophone perdure, autant elle devient compliquée à résoudre. Parce qu'aujourd'hui, en regardant un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et même à travers les sources d'information, les canaux habituels des sources d'information, on voit bien qu'il y a aussi des rivalités entre les différents clans qui prétendent représenter les anglophones. On voit qu'il y a des conflits entre eux. Mais j'ai quand même noté que certaines personnes qui hier cheminaient avec Sissoko Ayoub Tabé ont dit que Sissoko, ils ont écrit. Voilà, pour dire que Sissoko Ayoub Tabé n'a plus la légitimité, étant détenu, il doit être plus préoccupé par sa liberté à lui
que par la question des gens qui sont libres, qui ne voient pas comment quelqu'un qui est en détention doit négocier pour ceux qui sont libres. Donc je pense que vous aussi, vous avez lu ça. Et là, ça pose aujourd'hui le véritable problème de déterminer, la difficulté qu'il y a à déterminer les véritables interlocuteurs. Voilà, dans des populations anglophones, ça devient compliqué. Et à côté de ça, il faut quand même dire que la question est encore davantage corsée quand on sait que même au sein du régime, parce que il y a quand même des va-t-en-guerre, des gens qui ne veulent pas que la crise soit réglée, parce que ça se voit bien, même les positions des sorties de certains membres du gouvernement. Le ministre de l'administration territoriale, par exemple, avait dit à un moment que toute négociation est impossible, alors que le Premier ministre préconisait des négociations. Mais lorsqu'on voit l'action du régime sur le terrain à travers des actions militaires, on peut être tenté de penser que il est de croire à une véritable négociation alors qu'en même temps on est en train de faire la guerre. Je pense que la négociation ne peut avancer que sur la base préalable d'un cessez-le-feu. Et aujourd'hui, les membres de la communauté anglophone, beaucoup ne croient plus à cette négociation. Pourquoi? Parce que de l'autre côté aussi, vous avez quand même un interlocuteur qui n'est pas présent. M. Biya qui devrait être... Parce qu'on se souvient, M. Biya est intervenu 2 fois vocalement dans la crise anglophone pour déclarer la guerre et pour annoncer le dialogue. Mais depuis, on n'a plus jamais entendu quelle est sa position. Edmond Kamga parlait tout à l'heure de conflits entre clans au sein du même régime. Mais je pense que s'il y a conflit entre clans, ça veut dire que quelque part, il n'y a pas le maître même. Le maître même du grand clan n'est pas présent ou bien n'est pas au courant de ce qui se passe. Et il y a aussi une crise de confiance. Parce que malheureusement, M. Biya, c'est un président qui ne respecte pas les engagements qu'il prend. Donc, ça amène même... Certains représentants de la communauté anglophone a dit que même si on négocie avec M. Biya, il prendra des engagements qu'il ne tiendra pas. Regardez par exemple la décentralisation. On est aujourd'hui à pratiquement 26 ans, on balbutie encore. On a bien vu que malgré le Code général des collectivités territoriales décentralisées, c'est Yaoundé qui impose les maires aux autorités locales. À côté de ça, on se souvient également, je vais prendre un autre exemple, regardez la limitation de mandat. Le verrou a été levé en 2001 alors que M. Biya avait accepté cela aussi dans le cadre de la tripartite. Donc je pense que tous ces revirements-là, ces revirements des décisions, des engagements pris de la part de M. Biya peuvent amener aussi cet interlocuteur à dire qu'il n'est pas quelqu'un de crédible avec qui il faut négocier. Justement. Donc moi, personnellement, je pense que la fin de la crise anglophone ne peut pas être envisagée tant que c'est M. Biya qui est président de la République. Et il fait partie du problème. Après vous mettre des Sikati, Marcel Simon, sur cette négociation, du moins les contacts préliminaires qui avaient débuté officiellement il y a plus de mois, aujourd'hui les Camerounais sont sans nouvelles des suites accordées à ces contacts préliminaires. Des informations Equinox Télévision font état des blocages au niveau du sommet de l'État sur l'option à privilégier afin de résoudre la crise. Pendant ce temps, des morts continuent d'être enregistrés, à la fois parmi les forces de sécurité, mais également parmi les populations civiles dans le nord-ouest et le sud-ouest. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Cédric, permettez-moi déjà de vous dire que le chef de l'État a démontré avec force et énergie l'intérêt qu'il a pour la question anglophone. Ça, soyons honnêtes à un moment et disons-nous des vérités. Le chef de l'État l'a clairement démontré qu'il a pris le problème de la crise anglophone comme une préoccupation première, une préoccupation particulière dans le grand dialogue national qui a été mis sur pied. Et même ce processus de décentralisation qui contribue un tout petit peu, qui voudrait commencer, n'est-ce pas, à mettre les populations sur le fait de l'action concrètement par là. Donc, je ne voudrais pas qu'on prenne, parce qu'aujourd'hui, vous l'aviez si bien dit, on ne voit plus ce qui se passe au niveau des négociations, qu'on suppose très clairement que c'est bloqué. Non, c'est pas bloqué. Sinon, à quoi avez-vous jamais entendu parler des négociations souterraines? Ça, je vous le demande. N'avez-vous jamais entendu parler de négociations souterraines? On a commencé les négociations à ciel ouvert et on a un peu vu ce que ça fait. Moi, j'ai entendu maître vous dire telle action, c'est-à-dire la première personne qui a été contactée n'est plus capable de gérer, de donner les bonnes informations. Mais ce qu'il oublie, c'est que cette personne, je vous en prie, mais cette personne peut donner une information qui puisse être judicieuse pour la poursuite de la paix
dans cette partie du Sissoko Ayuk territoire. Tabe reste l'un des leaders de ces Voilà, mouvements donc séparatistes. un élément à ne pas négliger. Et ils ont posé des conditions préalables au gouvernement. Lors de cette première rencontre, il y a eu des communiqués qui ont suivi de la part du mouvement séparatiste conduit par Sissoko Ayuk Tabe et d'autres leaders. Ils ont demandé l'amnistie générale pour toutes les personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone. Ils ont également demandé à ce que le gouvernement camerounais puisse officiellement se prononcer sur un accord de cessez-le-feu. Sur ces deux points, cela fait déjà plus d'un mois que le gouvernement n'a pas réagi officiellement sur cette condition posée par ces leaders séparatistes en vue de sortir de la crise. Pourquoi ça prend autant de temps pour qu'on puisse au moins prononcer l'amnistie générale afin de calmer les cœurs de ces populations dans le nord-ouest et le sud-ouest? Permettez-moi de vous dire que des stratégies sont mises sur pied pour que le calme revienne dans cette partie du territoire. Parce que C'est le personne... discours qui est tenu depuis déjà 3 ans. Et des actions sont menées. Et Les sur le actions, terrain, on compte encore les actions des morts sont parmi les civils perceptibles. et les forces de Dommage. sécurité. Ça ne fait du bien à personne. Contrairement à ce que j'entends, Maître, ça ne fait de bien à personne. Ça, il faut le dire très clairement. Ça ne fait de bien. Au contraire, il y a des partis politiques qui ont instrumentalisé cette crise pour qu'elle perdure. Ça, à un moment, disons-nous les vérités et exprimons-le clairement. Il y a des partis politiques qui se sont adossés derrière cette crise pour empêcher toute action menée par le gouvernement camerounais. Mais je vous dis, le chef de l'État l'a démontré très clairement son désir et sa volonté à vouloir remettre la paix dans cette partie du territoire. Maintenant, parce qu'une action, une négociation n'est pas ouverte, parce qu'une négociation n'est pas médiatisée, vous avez l'impression qu'il est bloqué. Non, il n'est pas bloqué. Des actions sont en train d'être menées de manière souterraine. Maintenant, À un moment, on oui. se dit, il faudrait même qu'on agisse sur l'ombre pour arriver, n'est-ce pas, à une paix extrêmement durable. Pour vous, Parce que Marcel le Simon, politique il y a- utilise oui. cette crise anglophone pour en faire son fonds de commerce. Ça, tout le monde s'en est rendu compte à un moment. Pour vous, Marcel Simon, il y a une option qui a été mise en place, celle d'avoir une médiation suisse pour discuter avec certains leaders de mouvements séparatistes anglophones. Ensuite, il y a eu une rencontre directe qui a été engagée entre les leaders du mouvement séparatiste qui sont au Cameroun et qui ont été condamnés l'année dernière, parmi lesquels Sissoko Ayuk Tabe et les services secrets camerounais. Pour vous, quelle serait l'option à privilégier entre les deux? Malheureusement, c'est que je ne vais pas vous donner une option concrète, mais ce que je vais vous démontrer, c'est que nous sommes à une situation après 4 années, ça il faut le dire, c'est extrêmement énorme, c'est trop, c'est assez. Alors toutes les options doivent être exploitées. Que ce soit la négociation directe, on la met en pratique, elle est d'ailleurs mise en pratique, et même la négociation indirecte qui ne serait pas à négliger pour que le calme, la paix revienne dans cette partie du territoire. Qu'on ne personnifie pas cette guerre, comme j'entends des gens dire, le problème c'est le président de la République, mais arrêtez, soyons sérieux, soyons raisonnables, et à un moment soyons même honnêtes avec nous-mêmes. Parce qu'en même temps, on dit c'est le chef de l'État, mais en même temps, on l'utilise pour se faire voir sur la sphère politique, parce qu'on n'a plus d'issue, parce qu'on n'a plus de moyens d'exprimer son savoir politique. Ça commence à faire problème. Je dis bien, toutes les voies seront utilisables, qu'elles soient directes, qu'elles soient indirectes, pour que la crise, le calme revienne, la paix revienne dans cette partie du territoire. Après, vous, Marcel Simon, Maître Désiré Sekatili. Oui, non, je voulais dire que quand je parle de sincérité, parce que vous savez, dans un débat, le plus important n'est pas toujours de faire des déclarations, des incantations. Il faut souvent être capable de dire ou bien d'argumenter sur la base des éléments concrets. Quand moi j'écoute Mme Simon parler, j'ai l'impression qu'elle est un peu sur la défensive et il faut à tout prix qu'elle parle, même si au fond elle n'a pas dit quelque chose. Désolé, vous construisez un argumentaire sur des suppositions. Et là, je ne veux pas faire un jeu de J'ai parlé ping-pong tout à l'heure avec de vous. sincérité. Parce Désolé. que quand moi je parle, je donne toujours des Désolé. exemples. Vous vous souvenez que lorsque ces négociations ont été annoncées, le ministre de la Communication, 2 jours après, a fait un communiqué où il a dit qu'il n'y avait aucune négociation. Aucune. Donc ça veut dire, quand je parle de problème de sincérité, ça veut dire que le gouvernement joue à un jeu qui n'est pas clair, un jeu qui n'est pas sincère. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous savons tous qu'au sein de ce gouvernement, il y a 2 clans. Un clan qui est va-t-en-guerre et un clan qui est pour la résolution pacifique. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est le clan va-t-en-guerre qui est en train de dominer l'autre clan. Et à côté de ça, si on a véritablement, parce qu'on me reproche de dire que le chef de l'État n'est pas là, moi je me dis, le chef de l'État, en tant que capitaine du navire, devrait siffler la fin de la récréation. Et c'est lui qui doit dire à un certain moment que voilà ce qu'il faut faire. Je dis et je répète qu'on a entendu M. Biya sur cette crise 2 fois, lorsqu'il a déclaré la guerre et lors du grand dialogue national. Sauf que pour le grand dialogue national, il a confié les manettes au Premier ministre et lui-même s'est éclipsé. Jusqu'aujourd'hui, il n'a rien dit.
Toujours des Rien dit. perceptions. Donc, c'est des faits. C'est des faits que Après que vous, dis. justement, Maître Désiré Sikati, Aristide Monossure, cette crise dans le nord-ouest et sud-ouest, ça fait déjà 4 ans. Et on est à plus de 2000 morts. Ce sont des données évoquées par des organisations internationales, notamment International Crisis Group, Amnesty International et Human Rights Watch. Il y a encore des décès et des assassinats de travailleurs humanitaires, des forces de sécurité qui tombent sur le champ d'honneur et des populations civiles qui sont également des victimes dans les affrontements armés entre groupes séparatistes et l'armée camerounaise. Que faut-il faire aujourd'hui pour sortir de la guerre avec ces négociations qui piétinent selon les informations que nous avons? Que faut-il faire? Je pense qu'il faut sortir de l'État impérial, de l'État orgueilleux, de l'État qui ne se soumet pas. L'État est une institution sacerdotale, c'est-à-dire que on a décidé de faire corps au sein d'une institution pour que cette institution puisse nous garantir le bien-être. Donc l'État est au service des populations. L'État est au service du peuple. Ça, c'est, ma foi, le préalable. Et cela se traduit par l'humilité de ceux qui dirigent le Cameroun. À un moment donné, certains pensent que aller dans un échange avec l'ennemi, avec l'adversaire, c'est faire preuve de faiblesse. C'est faire preuve d'humiliation. Mais je dis non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la couleur du chat, pourvu que ce chat nous attrape les souris. Et la position qui est la mienne en tant que chercheur depuis 2016, c'est la neutralisation par la coopération. Parce qu'en fait, ceux qui sont des va-t-en-guerre sont ceux-là qui se situent dans une logique où la résolution des crises armées doit automatiquement passer par des antagonismes armés. On peut passer par la neutralisation, par la coopération, ce qui ressemble un peu à ce qu'on nous disait au lycée à l'époque, Britannicus, embrasser l'ennemi pour mieux l'étouffer. C'est ça qu'on appelle la neutralisation par la coopération. En 2016, on aurait dû engager ce processus, c'est-à-dire engager un dialogue afin de domestiquer, de mater la crise anglophone. Moi, j'avais proposé à l'époque une autre All Anglophone Conference, c'est-à-dire qu'on permette aux anglophones, de manière souveraine, de se prononcer sur l'idée qui était portée par un groupuscule sécessionniste. Et on devrait normalement confier cette mission au cardinal Toumi pour voir quelle est la position globale des anglophones. Et je vous assure, au regard des enquêtes menées par certains collègues, chercheurs, il est clair que la majeure partie des anglophones est contre la sécession. On devrait rapidement damer le pion à ceux qui ont voulu embarquer ou qui cherchent à embarquer la communauté anglophone dans un faux projet de sécessionnisme. Il faut préciser, Aristide Mono, que cette perception des Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest était celle dont vous venez de faire mention en 2016. Oui. Entre 2018-2019, l'enquête menée par le cardinal Christian Toumi relève que la majorité des personnes qui ont été sondées, ces personnes sont favorables à la sécession. Ouais. Et il a suggéré, au terme de son enquête, que le gouvernement doit revoir la forme de l'État et que le système fédéral pourrait permettre à ces Camerounais de trouver une réponse favorable à leurs préoccupations. Pour vous, faut-il évoluer dans cette option? Je ne vais pas remettre en question l'éminence du cardinal Toumi, mais toujours est-il que si les anglophones étaient pour la sécession, si on est dans une situation de subversion armée totale dans les zones anglophones. En fait, la tendance sécessionniste a des problèmes parce qu'elle n'arrive pas à s'attirer l'adhésion totale des anglophones. Si on était dans une situation d'adhésion totale, telle que vous le dites à propos de ce sondage du cardinal, on serait dans une subversion armée totale. C'est pourquoi je prends ces données avec beaucoup de pincettes. Donc, comment on contrecarrer les velléités séparatistes? Et je continue. Comment aujourd'hui? Je pense que ce qu'il y a à faire pour le moment, parce que si on négocie avec Sissi Kouayou, au demeurant, on va se retrouver dans une situation de rejet d'illégitimité
on va dire qu'ils ne représentent absolument rien. Pour moi, la seule solution, la neutralisation par la coopération, passe par un dialogue intra-anglophone. Que l'ordre dirigeant actuel, l'État, organise une discussion intra-anglophone et de cette discussion se dégagera forcément la tendance dominante qui pourra peut-être être discutée par l'État. Moi, je pense que c'est la seule issue. Mais cela n'exclut pas la démarche armée parce qu'aucun État ne peut se décider comme ça de laisser une partie de son territoire. Je vous l'ai dit que la fonction de l'État, c'est d'assurer le bien-être de ses populations. Tant que l'État est encore dans ses prérogatives, dans son droit, dans un territoire, l'État doit agir. Mais cela ne devrait pas faire en sorte qu'on minore ou qu'on isole la démarche de la neutralisation par la coopération. L'État du Cameroun interpellait dans une autre affaire. La question des investissements dans le secteur agroalimentaire a suscité un vif débat sur les concessions des terres arables aux acteurs économiques nationaux engagés dans la transformation industrielle. Edmond Kangia. Des concessions faites par l'État du Cameroun au profit des acteurs économiques nationaux engagés dans la transformation industrielle du cacao, qui pose problème dans la région du Sud, au point où il y a eu des concertations ce week-end entre ces opérateurs économiques, autorités administratives et autorités traditionnelles. Comment expliquer cette levée de bouclier sur des nationaux qui investissent sur le territoire camerounais? A priori, le fait que l'État accepte de concéder, n'est-ce pas, fasse des concessions à des industriels camerounais, à des nationaux, pour favoriser le développement agricole du Cameroun, ne devrait pas poser problème. Comme l'État le fait d'ailleurs pour des multinationales. On le voit. Il y a PHP, il y a EVCAM, il y a beaucoup d'autres sociétés et structures dont les investissements étrangers sont énormes, qui bénéficient grâce aux concessions de beaucoup de choses. La situation que vous posez, M. Seyi Noufélé, nous amène à croire que dans ce pays, lorsque certaines communautés ou alors des investisseurs nationaux d'une certaine communauté rentrent dans la danse, pour utiliser une expression terre à terre, dans les investissements au pays, comme les firmes multinationales, comme les grandes entreprises transnationales, cela poserait problème à certaines élites, je préfère utiliser les termes, à certaines élites des communautés dans lesquelles l'État veut concéder des parcelles de terre pour le développement agricole, notamment pour l'expansion le développement du cacao. Et la concertation à laquelle vous parlez, qui a permis aux autorités traditionnelles de participer avec les autorités administratives à une concertation pour, je crois, apaiser ces autorités traditionnelles et élites du coin qui semblaient, selon certaines informations que nous avons, ne seraient pas favorables à ce que l'État concède ces terres arabes à cet investisseur national, parce qu'il appartiendrait à une communauté qui n'est pas celle des élites du coin, pose un gros problème pour le développement du pays et même pour la cohésion sociale. Je ne voudrais pas citer l'origine de la communauté de cet investisseur qui a déjà investi d'ailleurs, qui est en train d'investir lourdement dans le Honkam pour le développement de l'agriculture. Cela m'amène à dire qu'il faudrait que le gouvernement, notamment l'État du Cameroun, fasse un peu plus attention aux idéaux et valeurs que lui-même prône. On prône la cohésion sociale, on prône le vivre ensemble, on appelle à l'investissement au Cameroun. Mais pourquoi, lorsqu'il faut appeler à l'investissement, lorsque l'État concède des terres? Aujourd'hui, on voit que non seulement des entreprises européennes, mais également des entreprises dirigées par des Chinois possèdent de nombreuses terres, des parcelles de terres dans plusieurs localités, plusieurs départements, dans plusieurs régions du Cameroun. Ça n'en pose pas de problème. Il faudrait que l'État, dans cette affaire, qui commence, parce que je préfère dire dans cette affaire qui commence, parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer après ces concertations-là, frappe vraiment du poing sur la table et amène ces autorités traditionnelles et ces élites du coin qui ne veulent pas que cet investisseur national investisse dans cette localité, leur rappelle
la loi camerounaise en matière sur la charte des investissements et leur explique même que dans tous les pays du monde, la priorité, c'est l'investissement par les nationaux. On ne cherche pas à savoir quelle est la couleur, la tribu ou l'origine ethnique de cet investisseur. Et je voudrais même ajouter que l'avantage de l'investissement par les locaux, c'est que ça permet aux populations locales, notamment ceux qui n'ont pas d'emploi, de trouver immédiatement du travail dans ces localités-là. Donc, les autorités traditionnelles qui participent à cette concertation devraient être contents de ce qu'il y ait des nationaux qui viennent investir sur des parcelles de terre qui les concernent, et cela donnerait de l'emploi à beaucoup de jeunes, à beaucoup de populations qui y vivent. Ça, c'est un aspect important. Mais je voudrais, avant de chuter, dire que ça commence à laisser une image qui n'est pas bonne du Cameroun, à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que il est important que l'État veille au respect, et je le disais tantôt, de la loi, des règlements en la matière, mais également dans la gestion politique de ce dossier, il faudrait que l'État insiste sur la nécessité de respecter la loi. Après vous, justement, Aristide Monod, sur cette attitude des certaines élites, autorités traditionnelles, lorsqu'il y a des concessions de terres arables à un acteur économique qui a investi des milliards de francs CFA pour la transformation industrielle de nos produits agricoles. Comment comprendre de tels comportements? Est-ce que c'est dans le bien commun des populations riveraines à ces terres arables qui se voient spolier leurs terres et qui se voient impacter sur le plan de l'écosystème forestier, ou alors il y a d'autres relents identitaires qui se dessinent à l'horizon? Je pense qu'à regarder de près, on est dans une certaine mesure dans la logique de l'autochtonie. Donc, c'est-à-dire que le droit du village au Cameroun. Donc, on a l'impression que le pays ne constitue plus une certaine unité sociologique au sens du communalisme, mais tout simplement une certaine une agglomération des portions donc sociologiques. Ça signifie qu'à un moment donné, le Camerounais qui vient de l'autre côté et qui nous retrouve chez nous est considéré comme un étranger. Et la question foncière, la question agraire, c'est toujours a été toujours perçue dans ce sens-là. On se rappelle des combats entre Kotoko et Arab Choua du côté du Logon et Chari pendant la décennie 90. Donc il y a cette logique qui continue de gouverner les perceptions populaires, et ça fait en sorte que dès qu'un investisseur arrive, comme c'est le cas de l'illustration en Liban, on voit plutôt un envahissement. On voit plutôt un envahissement. Et cet envahissement, cette perception d'envahissement est dominante par rapport aux intérêts économiques ou alors des rentes qui pourraient être glanées par des locaux. Et cette perception est entretenue généralement par des apparatchiks locaux, c'est-à-dire des barons qui estiment que, en fait, que ces ressources devraient normalement leur revenir, et que lorsque il faille rentrer dans des négociations, dans des transactions, il devrait être au centre pour tirer des rétributions. Allez donc voir, est-ce que l'investisseur a sécurisé les recros, commissions et autres? Est-ce qu'il a sécurisé les avantages escomptés par des barons locaux? Donc je pense que en attendant avoir des éléments précis sur la question, on peut dire qu'on est dans deux logiques, la logique de l'autochtonie, donc du tribalisme, et dans l'autre, la logique de la corruption. Après vous, Marcel Simot, c'est logique autochtonie, corruption, alors que le chef de l'État plusieurs fois a demandé à ce qu'il y ait des intérêts nationaux qui soient privilégiés. Lorsqu'on a un capitaine d'industrie qui vient transformer le cacao en beurre et qui a besoin des terres arables pour pouvoir approvisionner ces différentes usines, et qu'il y ait cette levée de bouclier
sur fond de tribalisme et de corruption. Est-ce que c'est justifié de tels actes? Malheureusement, je crois que la perception devrait être autre, parce qu'une telle activité dans un espace comme celui-là favorise automatiquement le développement de la localité. Donc moi, je pense que les autorités traditionnelles, les populations gagneraient à insister sur la responsabilité sociale, économique et environnementale pour pouvoir de l'entreprise qui sera mise sur pied, pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. C'est une nouvelle activité génératrice de revenus qui voit le jour. Maintenant, il serait important que les chefs traditionnels, que les populations, que les élites mettent sur pied un ensemble de règles dans lesquelles les populations vont devoir se retrouver. Ceux qui ne travaillaient par exemple là pas vont devoir trouver un emploi, et que très clairement, sans intention de corruption ou alors de détournement, que les écrits soient précis sur les intérêts que produiront les activités pour que le village, ou la zone dans laquelle l'activité a été implantée puisse croître, se développer davantage. Donc pour moi, je ne vais pas très rapidement sur la logique du tribalisme ou de la question de l'eutonie, non, mais je vois plutôt un espace qui sera beaucoup plus propice au vivre ensemble, et dans lequel simplement il faudrait que les deux parties établissent des règles claires pour que à la fin de l'action, chacun puisse trouver son compte. Maître Désiré Sikati, il y a la question de la sécurité des investissements. Lorsqu'il y a de telles scènes qui surviennent et concernent un opérateur économique national qui a décidé de monter une usine dans le Honkam, qui est déjà opérationnelle et qui a besoin de s'approvisionner en matière de récolte et de terres arables dans la région du Sud. Et cela pose problème au point qu'il y a eu des concertations avec autorités traditionnelles, élites dans la région concernée et l'opérateur économique en question. Comment vous entrevoyez cette situation ? Ben, je vois ça comme l'affaire qui concerne un serpent qui se mord sa propre queue, parce que quand dans un pays vous instrumentalisez le tribalisme à des fins politiques, il faut vous attendre à un certain moment que les personnes que vous avez instrumentalisées utilisent aussi ce tribalisme-là dans tous les sens qui peut les intéresser. Donc aujourd'hui, je constate quand même qu'il y a des concessions domaniales qui sont mises à la disposition des Chinois pour des baux amphithéotiques, je veux dire des locations sur au moins 99 ans dans la région de l'Est. Edmond a parlé tout à l'heure des concessions qui sont mises à la disposition des multinationales dans le Mungo. Je suis quand même surpris de voir que certains compatriotes peuvent avoir une préférence, parce que dans toutes les concessions qu'on a données, que ce soit les Chinois, que ce soit les Français, je n'ai jamais entendu de remous. Je suis quand même surpris de voir qu'aujourd'hui, où on parle du rôle de l'Afrique de s'auto-déterminer à travers ses propres enfants, que l'on soit en train de donner apparemment une préférence pour des gens qui viennent d'ailleurs. Mais les populations ont le droit de revendiquer que leur intérêt soit pris en compte. Oui. Lorsqu'il y a des concessions de terres arables, il y a des préoccupations pour les populations riveraines, oui, notamment pour savoir si les questions d'emploi seront réglées, notamment pour savoir si leur espace, leur écosystème forestier qui va être modifié, est-ce qu'il est pris en compte? Non, c'est là où je suis pour une fois d'accord avec la représentante du RDPC, parce que moi je pense que ce qui devrait être privilégié dans sa démarche, c'est l'aspect social, c'est-à-dire les emplois, l'aspect sanitaire, voilà, tout ça, et même l'environnement. Mais je n'ai pas l'impression, parce que j'ai quand même écouté beaucoup de personnes qui sont intervenues depuis le début de cette affaire-là. La plupart, je pense que j'ai l'impression que la revendication fondamentale est liée à l'origine de l'investisseur. Et c'est là où ça pose un véritable problème, parce que même aujourd'hui, oui, vous allez voir les banderoles, aujourd'hui, malheureusement, on dit on ne veut pas attribuer nos terres aux halogènes. Je pense que ça, c'est le terme que j'ai lu sur l'une des cartes que les gens tenaient pendant la manifestation publique. Donc, il faut quand même que l'État comprenne qu'à un certain moment, lorsque vous manipulez le tribalisme, c'est comme un venin que vous ne contrôlez pas. Vous voyez, quand vous manipulez le tribalisme, peut-être pour exclure un adversaire politique, ça peut se retourner aussi contre vous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Maître Désiré Sikati et Aristide Monod, d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, Marcel Simo et Edmond Kamgia, d'être venus sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.